Erol est un jeune garçon qui vit dans un monde fantastique où chacun reçoit une bénédiction, une classe, offerte par leur déesse. Cette classe détermine leur avenir d'adulte et leur est révélée le jour de leurs 10 ans. Aujourd'hui est un grand jour pour Erol, car il vient d'avoir 10 ans et va se voir attribuer une nouvelle classe. Ses parents et sa sœur sont ravis à cette idée, imaginant quelle classe géniale Erol obtiendra, mais lui-même semble totalement désintéressé par tout ce système. Après le petit déjeuner, ils se dirigent tous rapidement vers l'église, où un prêtre se tient près d'un autel, touchant de jeunes garçons, ce qui est, je suppose, une constante universelle dans tous les mondes. Il commence à révéler à chaque enfant sa future classe, certains devenant forgerons, d'autres cuisiniers. La sœur d'Erol lui explique que les classes sont aussi influencées par celles des parents, donc il obtiendra sûrement quelque chose de vraiment génial. Quand le tour d'Erol arrive, il s'avance vers le prêtre, tandis que tout le monde commence à murmurer avec excitation, se demandant quelle classe légendaire ce garçon obtiendra, sa mère étant une sainte de l'épée et son père un archimage. Le prêtre lui-même est ravi de l'occasion de toucher un autre garçon, mais quand il presse le front d'Erol, cela le déconcerte, car rien ne se produit. Il finit par regarder Erol avec pitié et lui annonce qu'il est né sans classe. Quelques jours passent et les parents d'Erol tentent de lui remonter le moral en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter de trouver un emploi et qu'il pourra toujours vivre éternellement dans leur sous-sol. Mais Erol ne s'inquiète pas vraiment pour lui-même, il dit à sa famille qu'il n'est pas déprimé. Affirmant qu'il pratique l'art de l'escrime depuis son enfance, il a perfectionné ses compétences jour après jour, et bien sûr, il lui aurait été bien plus facile de progresser s'il avait obtenu la classe d'épéiste. Mais même sans cela, il peut se faire une place dans le monde grâce à l'énorme quantité d'entraînement intensif qu'il a suivi avec sa mère surpuissante. Sa famille est soulagée par cela, tandis qu'il s'éloigne pour passer un moment seul, quand il entend un tas de bruit provenant du terrain d'entraînement. Là, il remarque deux gars s'entraînant au combat, et même si leur base semble faible, le simple fait d'être béni par la classe d'épéiste semble suffire à en faire des combattants capables. Il remarque Terol les observer et lui demande pourquoi il est là. Erol répond qu'il est venu s'entraîner, ce qui les fait rire. Ils affirment qu'un gars sans classe ne peut jamais s'entraîner avec un véritable épéiste et démontrent leur capacité en se frappant l'un l'autre avec leurs épées. Erol, cependant, n'est pas impressionné et leur demande s'ils aimeraient bien s'entraîner avec lui. Les garçons pensent qu'Erol doit plaisanter, mais acceptent un match. Avant que le match ne puisse commencer, le garçon demande à Erol s'il a au moins une protection divine. Contrairement aux classes, tout le monde naît avec une protection divine dès la naissance, une sorte de barrière qui les protège du mal, mais elle peut s'épuiser ou être brisée par quelqu'un de bien plus fort qu'eux. Erol hoche la tête, confirmant qu'il a la protection, ce qui signifie que le garçon peut maintenant se donner à fond, sans craindre de le tuer. Erol, cependant, lui dit qu'il n'a pas besoin de protection divine pour battre des gamins comme lui, ce qui enrage le garçon qui fonce sur Erol et balance son épée avec force. Erol parvient facilement à parer l'attaque, ce qui choque le gamin qui commence à balancer ses épées sauvagement sur lui, mais Erol réussit à bloquer et à dévier chaque attaque lancée contre lui. Le garçon commence à désespérer et son ami intervient par derrière pour abattre Erol, mais il est trop rapide et s'écarte à temps. Il réalise que comparé à sa mère, ces garçons ne sont rien face à lui, alors 2 contre 1 pourrait faire un meilleur match. Sur ce, il se précipite vers eux et assomme l'un des garçons d'un coup de pommeau au menton, tandis que l'autre perd l'équilibre après avoir trébuché sur son ami et tombe. Ils commencent tous deux à pleurer l'injustice comme de mauvais perdants quand soudain, un garçon aux cheveux roux entre dans l'arène et dit aux deux idiots de se taire comme si c'était un champ de bataille. Il serait déjà mort. Erol ne le reconnaît pas, mais le garçon aux cheveux roux semble le connaître, car il s'approche directement de lui et le défie en duel. Il prétend qu'Erol n'a réussi à vaincre ces deux nuls que parce qu'il possède une capacité innée de sa mère, la sainte de l'épée, mais comme il est un perdant sans classe, il ne pourra jamais se tenir devant quelqu'un qui a une classe et un entraînement de base. Le garçon aux cheveux roux leur dit finalement qu'il est le fils du capitaine Evans, le chef des gardes du village. Erol se souvient soudain du capitaine quand il était venu demander de l'aide à sa mère, mais le garçon ne ressemble même pas de loin à l'homme robuste qu'il avait vu. Le garçon se lamente sur le fait que la mère d'Erol est toujours considérée comme la plus forte, même si son père est aussi un épéiste expert. Alors, pour montrer enfin quelle famille est la meilleure, il va vaincre Erol dans un combat. Ils prennent tous deux leur position, et le match commence enfin. Le garçon aux cheveux roux lance immédiatement l'attaque, essayant de porter un coup décisif le plus tôt possible, mais Erol s'entraîne avec sa mère depuis toujours et possède également une défense très solide. Leur vitesse est impressionnante alors qu'ils traversent le terrain d'entraînement en s'attaquant mutuellement, ce qui laisse les deux gamins stupéfaits au sol. Erol réalise que même si le garçon aux cheveux roux
et bien plus fort que les deux autres idiots, il utilise sa colère pour se battre, ce qui le rend négligent. Errol essaie de trouver une ouverture avant de se lancer. Mais le garçon aux cheveux roux est prêt pour cela et utilise ses fentes aériennes spéciales. Errol parvient à en bloquer une, mais l'autre le frappe en pleine poitrine, le projetant au sol. Errol est pris par surprise et demande quel genre de ruse c'était. Mais le garçon aux cheveux roux affirme que c'est une compétence qu'un perdant sans classe comme lui ne pourra jamais apprendre. Quelques jours se sont écoulés depuis cette défaite, mais un nouveau feu s'est allumé en Errol. Il entre dans la forêt avec son épée et commence à s'entraîner seul sur une cible factice. Et après d'innombrables tentatives, il parvient enfin à reproduire la double fente qu'il avait vaincue la dernière fois. Avant même qu'il ne puisse célébrer, un gobelin l'embusque en sautant des buissons. Mais ce n'est pas un adversaire pour lui, car Errol se retourne, déchaînant sa technique de double fente, qui fait immédiatement tomber le gobelin au sol. Il se sent excité par sa technique nouvellement apprise, quand soudain, un énorme rugissement éclate du plus profond de la forêt, secouant Errol jusqu'au plus profond de son être. Il décide immédiatement de retourner au village pour alerter les gardes, mais il entend aussi le cri d'un garçon, ce qui l'arrête net. Il réalise que le garçon pourrait être en difficulté et qu'il sera trop tard avant l'arrivée des gardes, alors il décide d'entrer lui-même dans la forêt. Il marche tranquillement un instant quand il aperçoit enfin un garçon blessé qui s'avère être le même rouquin qu'il avait vaincu à l'entraînement. Le garçon semble complètement battu, saignant de tout son corps, tenant son épée levée vers son ennemi qui s'avère être un énorme hobgoblin. Même Errol n'en a jamais vu un en vrai, car il ne s'approche jamais du village. Il se demande s'il devrait courir chercher de l'aide, car il ne sait pas s'il est assez fort pour vaincre le monstre, mais il réalise que le garçon aux cheveux roux mourrait à coup sûr s'il partait. Errol se décide enfin et se faufile derrière le hobgoblin, et juste avant que le monstre ne puisse achever le garçon aux cheveux roux, Errol déchaîne une puissante double frappe qui transperce le gobelin, le tuant immédiatement. Le garçon est choqué de voir le hobgoblin mort au sol, mais plus encore, il est choqué par le fait qu'Errol ait réussi à utiliser une attaque qu'il n'avait apprise qu'après des années d'entraînement et le coup de pouce de sa classe. Errol donne au garçon de l'eau bénite pour qu'il récupère, et immédiatement après, le garçon demande à Errol comment il a réussi cela. Et Errol répond que son attaque n'a rien à voir avec le fait d'avoir une classe, car n'importe qui avec suffisamment d'habileté, de vitesse et de puissance peut la reproduire. Il explique qu'après avoir perdu face à ses doubles fentes auparavant, Errol l'a analysé de près, et s'est entraîné encore et encore pour en comprendre les bases. Alors maintenant, il peut moduler l'attaque comme il le souhaite. Le garçon n'est toujours pas convaincu et défie Errol en match, ce qui est volontiers accepté. Ils se tiennent tous deux l'un en face de l'autre et utilisent leurs capacités en même temps. À la surprise du garçon, non seulement Errol a réussi à bloquer sa fente, mais il a aussi ajouté une troisième fente qui frappe le garçon et le projette au sol. Le fils du capitaine est furieux, mais Errol explique qu'il n'est lié par aucune compétence ayant des limitations, donc sa seule limite est sa puissance et son habileté, ce qui signifie qu'il peut ajouter autant de fentes qu'il le souhaite s'il est assez bon. Le garçon se remet sur pied et engage un autre combat rapide, mais cette fois encore, il est touché par la troisième fente, plus forte qu'avant. Il est de nouveau projeté au sol, tandis qu'Errol revendique la victoire et s'en va. 5 années entières s'écoulent depuis ce jour, et Errol décide de partir en voyage pour Brescia, le royaume réputé pour son escrime. Sa mère ainsi que le capitaine Evans ont tous deux reçu leur entraînement de Brescia, et Errol veut être le meilleur des meilleurs, tout comme eux. En chemin, il est accompagné de quelques étrangers, dont 2 épéistes de haut calibre. L'homme possède la classe de barbare, tandis que la femme est réputée pour sa classe de maniement à 2 armes. Tous deux veulent également perfectionner leurs compétences à Brescia, mais ils ne semblent pas s'entendre et sont toujours à couteau tiré. Le conducteur de la charrette leur dit de se calmer, car ils vont tous au même endroit. Mais l'homme est trop misogyne et veut renvoyer la femme à la cuisine. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, le conducteur de la charrette leur crie de préparer leurs épées, car ils ont des ennuis. Errol lève calmement les yeux et aperçoit une horde d'orques, avec leur énorme chef, bloquant leur chemin, sans aucune intention de les laisser partir vivants. 2 des enfants dans la charrette ont peur, et demandent au barbare de les sauver. Mais le barbare, fidèle à son nom, est un parfait crétin et un lâche, qui affirme qu'il n'est pas prêt à risquer sa vie pour quelqu'un d'autre et saute de la charrette avant de s'enfuir. La femme le suit, affirmant que chacun est seul dans ce monde. Le conducteur de la charrette s'inquiète, se demandant s'il peut distancer la horde avec sa charrette et les passagers. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Errol descend de la charrette, sans un mot, et commence à avancer vers les monstres. Le conducteur lui dit de reculer et de fuir pour sa vie, mais Errol l'ignore simplement, avant de foncer vers le premier orque et de le poignarder au cœur.
Le conducteur est choqué par son incroyable vitesse et précision, tandis qu'Erol utilise simplement la transmission instantanée et continue de disparaître et d'apparaître devant les orques, les abattant un par un. Malheureusement, il se retrouve encerclé par un groupe d'orques de tous les côtés, ce qui signifie qu'il ne peut plus vraiment utiliser sa compétence de dash. Mais à la surprise du conducteur, Erol utilise une astuce légendaire connue sous le nom de danse de la lame, où il tourne comme un idiot, abattant tout le monde d'un seul coup. Le conducteur de la charrette ne comprend pas comment Erol peut utiliser cette compétence, car elle n'est utilisée que par les épéistes de la classe princesse de l'épée, et ce sont toujours des femmes. Erol, cependant, n'est pas lié par les normes de genre, car il veut faire partie de la communauté LGHDTV, alors il court vers le chef orc, esquivant son attaque avec expertise avant de sauter sur lui et d'enfoncer son épée profondément dans le crâne de l'orc, le tuant immédiatement. Il retourne finalement vers le conducteur choqué et lui dit de continuer le voyage vers Brescia. Tandis que l'un des enfants demande à quelle classe il appartient, il répond simplement qu'il n'a aucune classe, ce qui choque complètement tout le monde. Il se souvient comment, 5 ans auparavant, lorsqu'il avait montré à sa mère sa nouvelle compétence de double lame à prise, elle avait cru qu'elle imaginait des choses, mais quand Erol lui avait dit qu'il s'entraînait à reproduire n'importe quelle compétence qu'il voyait, elle fut folle de joie et promit de lui enseigner toutes les compétences utilisées par la classe princesse de l'épée. De retour au présent, il est réveillé par le conducteur qui lui dit qu'ils ont atteint Brescia, la terre des épées. Erol descend de la charrette et voit le centre-ville inondé de gens avec des épées attachées à leur taille. Erol se tourne vers le conducteur et lui demande s'il est un épéiste de niveau avancé. Au début, le conducteur affirme qu'il n'est qu'un charretier, mais Erol sait que seuls les bons épéistes peuvent identifier les mouvements qu'il exécutait sur place. Le conducteur de la charrette admet qu'il est de la classe des chevaliers sacrés, ce qui est une très bonne classe, mais il se lasse tellement de se battre qu'il préfère parfois se détendre et se reposer en faisant semblant d'être un conducteur normal. Le chevalier sacré réalise que c'est probablement la première fois qu'Erol est en ville et lui dit qu'il doit d'abord trouver une guilde pour lui-même, car sans guilde, il ne pourra participer à aucun tournoi. Et dans cette ville, combattre et gagner les tournois est le principal moyen pour les épéistes de prouver leur valeur et de gagner de l'argent. Erol répond qu'il ne se soucie pas de l'argent, mais qu'il veut affronter le plus fort épéiste que cet endroit puisse lui offrir. Le conducteur lui dit de se méfier des guildes corporatives toxiques, car elles peuvent vous aspirer l'âme, et pas dans le bon sens. Sur ce, le conducteur fait demi-tour et s'en va, tandis qu'Erol entre dans la ville, observant toutes les différentes personnes annonçant leur guilde, embauchant des gens et des épéistes faisant la queue pour tenter leur chance pour les meilleures guildes. En chemin, il tombe sur une blonde de basse extraction qui s'accroche immédiatement à lui comme une folle, lui disant qu'elle est membre d'une guilde célèbre et veut qu'il les rejoigne. Erol se méfie immédiatement d'elle, car elle semble très désespérée de trouver des membres, alors il refuse. La roturière, cependant, ne le laisse pas tranquille et continue de le harceler pour qu'il rejoigne leur guilde encore et encore. Mais Erol n'est pas insoumis et continue de refuser. Il lui demande quelle est la guilde la plus forte ici, et elle répond à contre-cœur que la guilde Lame d'Ombre est l'une des plus fortes actuellement, car elle compte 8 épéistes de classe A. Il lui demande les directions et se dirige immédiatement vers la guilde. Il est arrêté en chemin par le garde qui le dirige vers la réception pour le test. À la réception, il trouve une énorme file d'épéistes en herbe désireux de tenter leur chance pour entrer dans la célèbre guilde, ce qui excite également Erol, qui se demande quel genre de personnes incroyables il devrait affronter. Mais quand son tour vient de s'inscrire, la réceptionniste se moque de lui parce qu'il est un perdant sans classe, affirmant que seules les personnes ayant une classe d'épéiste avancée peuvent postuler aux épreuves de la guilde. Erol affirme qu'il est sûr de pouvoir réussir leur épreuve, mais la réceptionniste refuse de l'enregistrer. Attristé par cela, il décide de partir quand il aperçoit 3 épéistes de rang A, entrant dans la salle, qui sont immédiatement traités comme des célébrités. Il ne se soucie pas vraiment des fioritures, et se tourne immédiatement vers d'autres guildes, mais une par une, il est rejeté par toutes, au motif qu'il n'a pas de classe. Fatigué, il retourne en ville, sortant la lettre que sa mère lui avait donnée, et lui avait dit de trouver son ancienne guilde, car il l'aiderait sûrement à trouver quelque chose. Il se demande si sa mère savait qu'il aurait autant de problèmes, mais il est néanmoins reconnaissant. Avant même qu'il ne puisse lire la lettre, la roturière blonde s'accroche à lui une fois de plus, affirmant qu'ils sont toujours prêts à l'accueillir. Mais Erol refuse encore. Elle commence littéralement à le supplier de rejoindre la guilde, lui disant de le faire par charité, et pointe du doigt une magnifique maison de guilde, affirmant que c'est sa guilde. Cela surprend un peu Erol, mais la roturière répond que leur guilde, connue sous le nom de Croc du Dragon, a été la meilleure du pays pendant très longtemps, mais que dernièrement elle est tombée en ruine et qu'actuellement ils sont les plus faibles. Mais elle veut lui rendre sa gloire d'antan. Le nom Croc du Dragon lui dit soudain quelque chose,
car il se souvient que sa mère lui avait parlé du chef de sa guilde, un épéiste maniant 2 armes, qui avait nommé la guilde Croc du Dragon, d'après son mouvement spécial. Il sort rapidement la lettre pour chercher le nom, et c'est en fait la guilde dont sa mère parlait. Il décide d'entrer avec elle, ce qui la rend très heureuse. Mais au moment où ils entrent dans la pièce, il trouve un vieil homme ivre, avec un seul bras sur le canapé. L'homme dit à Hérold d'aller ailleurs, car cette guilde est condamnée, et s'en va. Tandis que la roturière lui dit que c'est son père, qui était le 2e meilleur épéiste de la ville, mais depuis qu'il a perdu son bras, il n'a plus jamais été le même. Hérold la surprend cependant en disant qu'il veut rejoindre la guilde. Cela rend la roturière vraiment heureuse, et elle rédige rapidement un accord qu'Hérold remplit et lui rend. Elle le lit avant de demander pourquoi il a laissé la colonne de classe vide. C'est alors qu'Hérold répond que c'est parce qu'il n'a pas de classe. La roturière s'énerve et sort une épée, affirmant qu'elle pensait qu'il pourrait être un épéiste de classe avancée, puisqu'il se faisait si désirer. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, la porte s'ouvre et une beauté rousse nommée Ray entre dans la pièce. La roturière court immédiatement vers elle, pleurant que cet idiot sans classe l'a trompée pour qu'elle rejoigne la guilde. Cela attire immédiatement l'attention de Ray, et elle regarde Hérold, affirmant qu'elle n'aurait jamais cru le voir ici. Hérold est confus, et demande comment elle le connaît, et Ray semble surprise, affirmant qu'ils venaient du même village, et s'étaient entraînés ensemble. Cela ne lui dit toujours rien, mais finalement il réalise que le garçon aux cheveux roux, qu'il avait combattu tant de fois auparavant, n'était en fait pas un garçon, mais une fille. La roturière connaît aussi l'histoire, et demande à Ray si c'est le gars sans classe qui l'a vaincu quand elle était jeune, car elle a toujours pensé que cette histoire était un mythe. Ray, cependant, est toujours bloqué sur cette défaite et défie immédiatement Hérold en match. Le combat commence et Ray utilise immédiatement l'attaque de la double fente, qu'Hérold pense pouvoir contrer. Mais à sa surprise, les fentes de Ray traversent les siennes et le frappent en pleine poitrine. Cela le déroute, mais révèle qu'elle possède la classe d'épéiste de puissance, c'est pourquoi elle est capable d'utiliser une épée 5 fois plus lourde qu'une épée normale, ce qui signifie qu'elle a 5 fois plus de puissance à chaque coup d'épée. Hérold est impressionné par le fait qu'elle ait conservé sa vitesse même après avoir utilisé une épée plus lourde, mais cette vitesse n'est rien face à la sienne. La prochaine fois qu'elle attaque, il crée une image rémanente de lui-même, ce qui distrait Ray pendant qu'il apparaît derrière elle et la frappe dans le dos. Ray est confuse et essaie à nouveau, mais le résultat est le même. Elle n'arrive pas à croire qu'Hérold utilise une technique qui n'est employée que par les épéistes les plus avancés, tandis qu'Hérold réalise qu'elle est trop résistante pour être abattue avec ses attaques normales. Ray le sait aussi, et essaie de mettre fin au combat avec ses coups lourds, mais Hérold utilise la contre-attaque signature de sa mère, ce qui met Ray à genoux, et le combat est terminé juste comme ça. Sur ce, le comportement de la roturière change complètement, et elle l'accueille une fois de plus dans leur guilde, et lui dit que leur guilde est actuellement lourdement endettée. Pour sortir de cette dette, ils devront participer au tournoi et combattre en groupe de 3 contre d'autres guildes qui auront leurs 5 membres en équipe. Hérold cependant est vraiment enthousiasmé à l'idée de combattre des adversaires redoutables et attend avec impatience cette chance d'affûter ses compétences encore davantage. Le lendemain matin, Hérold se réveille dans sa propre chambre, dans un nouveau lit qui lui appartient désormais. Il lui faut un petit moment pour se remémorer tout ce qui s'est passé depuis son arrivée ici. Il fait maintenant partie de la même guilde légendaire avec laquelle sa mère avait aussi travaillé, ce qui est une chose très importante pour lui, alors il décide de ne pas la décevoir et de rendre cette guilde à nouveau grandiose. Il se rafraîchit et entre dans le salon où Loli et Ray sont déjà debout, discutant près du feu des tournois à venir. Loli entraîne immédiatement Hérold dans la conversation, affirmant que le tournoi va commencer la semaine prochaine. Et comme ils ont maintenant 3 membres au lieu de 2, ils sont éligibles pour prendre part à ce tournoi également. Elle dit à Hérold que ce sera super difficile, car ce sera un tournoi à élimination directe avec des matchs en 1 contre 1. Mais chaque guilde aura probablement 5 membres, ce qui les mettra dans un énorme désavantage. Ils devront donc vaincre plus d'un adversaire, chacun s'ils veulent survivre, ne serait-ce qu'au premier tour. Loli est plutôt optimiste cependant, affirmant que ça devrait quand même aller puisque leur guilde compte déjà 2 épéistes de rang B. Donc, à moins qu'ils ne finissent par affronter un épéiste de rang A, ils devraient être à égalité dans les combats. Hérold est un peu nouveau à ce concept et demande ce que signifient exactement ces rangs. Loli explique qu'il y a 5 rangs au total, de A à D, où A est le rang le plus élevé atteignable, et parmi les épéistes de Brescia, seuls 20 sont considérés de rang A, tandis que le rang D est celui d'un débutant complet qui sait à peine tenir une épée. Elle affirme fièrement qu'elle et Ray sont toutes deux des épéistes de rang B, et comme Hérold a réussi à vaincre Ray dans un combat direct, cela signifie qu'il est aussi un épéiste de rang B, tout comme elle. Considérant qu'ils ont 3 épéistes de rang B, ils devraient avoir de bonnes chances de passer les premiers tours au moins.
Sur ce, Loli se dirige vers la cuisine, laissant Erol à ses pensées. Alors que Ray s'apprêtait à partir, il la retient et l'interroge sur ses capacités en tant qu'épéiste de puissance. Elle semble toujours agacée par sa défaite d'hier, mais répond que l'une de ses capacités est de durcir son bouclier de mana externe pour la protéger de la plupart des attaques de faible puissance. Erol y réfléchit un moment, se demandant comment il pourrait bien apprendre une technique aussi précieuse, quand soudain, une idée lui vient. Il dit à Ray de le frapper avec son épée toujours gainée. Ray lui dit qu'elle n'est pas intéressée, mais Erol lui prend la main, la suppliant de le faire. Mais Ray semble mal interpréter la situation, pensant qu'Erol est dans un délire un peu pervers, mais elle n'est pas complètement opposée à l'idée, et lui dit qu'il devrait peut-être commencer par quelque chose de plus normal. Erol ne respecte pas la jeune femme devant lui, réalisant qu'ils pensent tous deux à des choses différentes, et clarifie qu'il veut qu'elle le frappe afin qu'il puisse apprendre à utiliser la compétence pour durcir son bouclier de protection de mana, ce qui serait le plus efficace face à de multiples assaillants, car on est plus susceptible d'être touché dans de telles situations. Elle est choquée par cela, et demande s'il est devenu fou, car les compétences ne sont données que par la grâce divine de la déesse, et ne peuvent être apprises. Mais Erol est athée maintenant, et lui dit de se taire, car il a déjà appris des compétences comme la fente à double lame et la transmission instantanée. Cela fait taire Ray qui cède et décide d'essayer une fois. Il se rend sur le terrain d'entraînement où elle lui tend son épée, l'avertissant que son arme est 5 fois plus lourde que n'importe quelle épée normale, et sans la compétence de force brute, Erol ne pourra jamais la manier. Mais Erol fait une fois de plus taire la jeune femme en saisissant son épée, la dégainant et la maniant avec une grâce et une facilité surprenantes. Ray est de nouveau sans voix, demandant comment diable il est capable de faire tout cela sans classe et sans aucune compétence. Erol répond que tout ce qu'il a appris, il l'a appris par la dévotion et la pratique quotidienne. Il jure d'égaler leur talent par un travail acharné et des efforts purs. Cela change le cœur de Ray, et elle s'excuse pour ses commentaires avant de reprendre l'épée et d'accepter l'entraînement, mais en l'avertissant qu'elle ne se retiendra pas. Erol accepte et tente de flirter, mais ce moment est passé, et la jeune femme le frappe au visage avec son épée gainée. Un peu plus tard, Loli arrive en courant sur le terrain d'entraînement, essoufflée et stressée, et dit à Erol et Ray qu'elle vient de découvrir la guilde qu'ils vont affronter, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle leur dit que le groupe qu'ils vont affronter n'est autre que les membres de la guilde de Pointe-Lame Noire, qui compte plus de 8 épéistes de rang A, menés par leur chef Géo, réputé aussi vicieux qu'une vipère, mais Loli n'a pas l'intention de reculer non plus, et avec un discours enflammé, elle leur dit qu'ils feront de leur mieux pour vaincre leurs adversaires. Elle regarde ensuite Erol, qui est à terre, après avoir été malmené par Ray pendant la séance d'entraînement. Loli demande si Erol est mort, mais Ray répond qu'il faisait juste un entraînement spécial. Mais Loli pense que Ray se défoule simplement sur le nouveau. Erol se lève enfin, affirmant qu'il a faim après avoir été tant battu, et qu'il veut de la nourriture. Une semaine s'écoule pendant l'entraînement, et enfin, le jour de la compétition arrive. Des gens de tout le pays se rassemblent au Colisée, discutant du match, tandis qu'Erol est complètement époustouflé par l'immensité du lieu. Loli entend des gens affirmer que les crocs du dragon se sont écrasés et ont brûlé, ce qui enflamme son tempérament, mais Ray parvient à l'arrêter. Erol réalise que les gens parient aussi ici, misant de l'argent sur les équipes qui vont gagner, et Loli lui dit qu'actuellement, les cotes pour leur combat sont de 20 contre 1. Erol affirme que c'est plutôt impressionnant, mais Loli lui crie de se taire, car cela signifie que personne dans toute la ville ne croit qu'ils peuvent gagner contre la guilde Lame Noire. Mais cela peut aussi être une bénédiction déguisée, car s'ils parviennent à gagner, ils pourront repartir avec des tas d'argent d'un seul match. Ray essaie de la calmer, mais elle est trop emportée, avec un feu brûlant dans les yeux. Elle affirme qu'ils doivent gagner ce match coûte que coûte, car s'ils perdent, il n'y aura plus de guilde. Et pour s'assurer qu'ils deviennent super riches après leur match, elle a pris l'initiative de mettre la maison de la guilde en garantie. Ainsi, s'ils gagnent, leurs vies seront changées à jamais, et personne ne parlera d'eux comme d'une guilde minable qui était autrefois bonne. Ray demande ce qui se passera s'ils perdent, et Loli répond que cela n'a même pas d'importance, car s'ils perdaient, ils auraient de toute façon tout perdu. Soudain, ils sont interpellés par un homme qui n'est autre que Géo, le chef de la guilde Lame Noire, qui commence à rabaisser Loli, et explique que c'est lui qui a tiré quelques ficelles pour que le tout premier match soit entre leurs guildes. Ce sera un combat facile pour eux, qu'ils sont certains de gagner, et en plus, ils pourront éteindre les dernières braises de la guilde, qui était autrefois la meilleure. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car si elle parvient à gagner, cela signifierait qu'elle a la meilleure guilde, mais cela n'arriverait que si elle réussit à vaincre leur épéiste de rang A. Mais avec un perdant sans classe dans leur équipe, cela ne semble pas probable. Sur ce, il rit de sa propre ingéniosité et leur souhaite bonne chance avant de s'éloigner.
Bientôt, ils entrent dans l'arène, où Errol réalise que Géo lui-même ne semble pas combattre et se demande si cela augmente leurs chances de gagner. Mais Ray lui dit que toute leur équipe est de rang A, donc cela n'a pas d'importance. De plus, leur composition actuelle semble plus agressive que d'habitude. Finalement, l'heure de la bataille arrive et l'annonceur présente les concurrents. Du côté des Lames Noires, un garçon aux cheveux verts, de classe escrimeur, est envoyé en avant, qui déclare avec arrogance qu'il vaincra toute l'équipe adverse. Tandis que le commentateur est surpris de voir que du côté des Crocs du Dragon, Errol, l'épéiste sans classe, va combattre. Le jeune escrimeur semble désintéressé, car peu importe la rapidité avec laquelle il vaincra un idiot sans classe, mais il décide de le faire quand même, car ensuite, il pourra affronter les filles. Le match commence, et en quelques secondes, l'escrimeur fonce et poignarde Errol à travers la poitrine, surprenant tout le monde par sa vitesse. Mais tandis que Loli s'inquiète pour Errol, Ray lui dit de regarder attentivement, car il s'avère que ce n'était qu'une ombre d'Errol. L'escrimeur semble surpris, mais cela ne le déconcerte pas, et il se retourne et fonce à nouveau, seulement pour trouver une autre image rémanente. Il réalise que cela ne va pas se terminer aussi vite qu'il l'aurait espéré, car il est entouré d'images d'Errol. Mais cela ne lui importe pas, car il prévoit d'utiliser sa vitesse pour les poignarder toutes. Les images rémanentes attaquent toutes en même temps, et l'escrimeur les transperce toutes, seulement pour être poignardé par le véritable Errol, qui a réussi à produire 3 images rémanentes, ce qui est censé être vraiment difficile. L'escrimeur tombe au sol, et le match est terminé juste comme ça. Errol affirme que sa mère s'entraînait avec lui, en utilisant 5 images à la fois, et qu'elle y allait doucement. Le commentateur est choqué, alors que le public éclate en acclamation pour le candidat sans classe. Il réalise que même s'il a essayé la même technique que le jeune escrimeur, la sienne n'était pas aussi raffinée, ce qui signifie qu'il devrait y travailler encore plus. Le prochain match qu'Errol affronte est contre un manieur de 2 armes qui pousse l'attaque avec un barrage constant de coups d'épée. Mais Errol parvient à tous les bloquer avant d'utiliser l'attaque de la double fente pour terrasser son adversaire. Avec 2 adversaires à terre, le prochain qu'il affronte s'avère être un manieur de dague à prise inversée, plus prudent dans ses mouvements, et utilisant un tas de techniques d'arts martiaux en plus de sa lame. Mais cela ne servit à rien, car Errol est trop rapide pour lui, et le déroute avec ses images rémanentes avant de le frapper par derrière. Ray et Loli sont toutes deux choquées par le fait que cet homme vient de vaincre 3 épéistes de rang A sans transpirer, et en un temps record, ce qui remplit Loli d'espoir de réellement gagner le match. Le match suivant s'avère un peu plus difficile, car il est opposé à un épéiste au bouclier, réputé coriace, et comme il ne peut pas porter de coups critiques, il est contraint de danser autour et d'user lentement sa protection, petit à petit. Son adversaire lui crie qu'il ne peut pas être une personne sans classe, mais Errol répond que tout ce qu'il a accompli l'est par un travail acharné et rien d'autre. Le brut lui dit que le travail acharné ne le mènera pas très loin face au talent, alors qu'il fonce avec sa compétence de coup de bouclier. Mais Errol parvient à utiliser l'une des techniques signature de sa mère, la prescience, alors qu'il prédit les mouvements de son ennemi et réussit à faire tomber le bouclier d'un coup de pied. Sur ce, il utilise la technique apprise de son dernier adversaire, le pratiquant d'arts martiaux, et donne un coup de pied au ventre du brut. Il ramasse ensuite le bouclier et commence à avancer. Le brut s'enrage et tente d'attaquer, mais Errol parvient à parer avant de foncer et d'utiliser le même coup de bouclier pour détruire son adversaire. Les gens commencent à protester et à le traiter de menteur qui ne divulgue pas son rang et sa classe. Alors les organisateurs apportent sa carte d'identité de classe vers la boule de cristal magique et diffusent en direct qu'il est bel et bien une personne sans classe. Cela étant réglé, le prochain adversaire est annoncé, et il semble être différent. Cet épéiste s'appelle Masamune, et il s'avère être de la lignée des samouraïs de l'Est, avec une épée courbe appelée katana. Avant même que Masamune ne sorte son épée, Errol sent le danger et se prépare. Sachant que ce combat ne sera pas aussi facile que les autres, il réalise que Masamune prévoit d'utiliser sa compétence ultime, et comme un serpent, il attend de frapper. Mais Errol est curieux, alors il avance, se mettant en danger. Au moment où il entre dans la portée de l'épéiste, Masamune dégaine son épée vers Errol, mais d'une manière ou d'une autre, Errol est plus rapide et disparaît derrière lui. Masamune est choqué, mais Errol lui dit qu'il est vraiment la personne la plus rapide qu'il ait vue en ville. Mais malheureusement pour lui, sa propre mère était bien plus rapide, alors il y est habitué. Sur ce, il utilise la compétence ultime de la princesse épéiste, poignardant son ennemi à plusieurs reprises, le vainquant. Sur ce, tout le monde est choqué et silencieux, alors que le membre supposé le plus faible de la guilde, la plus faible vient de balayer les membres les plus forts des guildes les plus puissantes. Errol s'éloigne vers Ray et Loli, se sentant satisfait du fait qu'il devrait avoir gagné assez d'argent pour faire vivre la guilde. Ce soir-là, de retour à la maison de guilde, ils ont immédiatement commencé à célébrer avec des boissons pour tout le monde. Errol était toujours choqué par le fait que Loli était assez âgée pour boire, mais elle affirmait être une femme adulte, même si elle paraît un peu petite. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'Errol ait vaincu à lui seul 5 épéistes de rang A de la meilleure guilde du pays.
Elle décide qu'elle doit essayer de le séduire car il est son billet pour sortir de la pauvreté et de l'obscurité. Elle tente de lui demander sa main en mariage, affirmant qu'elle peut satisfaire tous ses désirs. Mais Errol est un vrai solitaire et la rejette catégoriquement, affirmant qu'il préférerait quelqu'un comme Ray à la place. Cela fait immédiatement rougir Ray, qui se lève de son siège, criant à Errol d'arrêter de dire des bêtises pareilles juste parce qu'il veut repousser Lolly. Mais Errol y pensait sérieusement. Il demande pourquoi elle penserait qu'il se moque d'elle, et elle répond que quand ils étaient jeunes, il l'avait traitée d'homme pendant le combat à l'épée. Elle affirme que quiconque l'a rencontrée a dit qu'elle n'avait aucun charme féminin, mais Errol peut voir deux grands atouts féminins juste devant lui, et se permet de ne pas être d'accord. Lolly réalise que Ray n'a absolument aucune idée de sa plus grande force et de la façon exacte dont elle pourrait l'utiliser, donc elle n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter pour elle. Sur ce, elle commence à frotter les jambes d'Errol, affirmant qu'il doit être fatigué de tous les combats de la journée, et lui dit de la rejoindre dans la chambre. Ray est immédiatement embarrassé, disant à Lolly d'arrêter de dire des choses étranges, mais Lolly sourit sournoisement, affirmant qu'elle va juste lui donner un massage bien mérité après une journée fatigante. À sa surprise cependant, Errol répond qu'il préférerait un massage de Ray. Son idée d'un massage était de se faire réduire en bouillie par Ray sur le terrain d'entraînement, alors qu'il essaie de maîtriser la magie de renforcement que Ray utilise si facilement grâce à sa classe et ses compétences. Lolly observe depuis le balcon, se demandant si Errol a la moindre idée de ce qu'est réellement un massage. Le vacarme constant finit par réveiller le père de Lolly qui descend sur le terrain d'entraînement, complètement avec la gueule de bois, se plaignant du bruit, affirmant qu'ils n'ont pas besoin d'évacuer la frustration d'avoir perdu le tournoi avant même qu'il ne commence, au milieu de la nuit. Lolly lui dit cependant qu'ils ont en fait gagné leur match, qui était contre la meilleure guilde actuelle. Cela attire son attention, mais il pense que la Lame Noire a dû envoyer leurs novices de rang B ou C comme chair à canon. Mais Lolly le surprend encore plus en disant que tous leurs adversaires étaient de rang A. Et non seulement cela, mais qu'Errol les a tous vaincus seuls, sans aucune aide. Cela sort son père de sa gueule de bois. Alors qu'il regarde Errol, meurtri et malmené, se demandant si ce gamin est vraiment si fort, Lolly affirme qu'elle a fait un tas de paris, et parce qu'Errol a balayé l'équipe ennemie, elle a touché le gros lot. Et maintenant non seulement ils sont sortis de leurs dettes, mais ils ont aussi assez d'argent pour couvrir leurs frais de fonctionnement. Son père, cependant, n'est pas si optimiste, affirmant que si par chance ce gamin est réellement si fort, il se ferait bientôt débaucher par des guildes plus grandes, plus influentes et plus riches, donc elle ne devrait pas trop se faire d'illusions. Lolly lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle va bientôt épouser Errol, ce qui signifie qu'ils seraient liés pour la vie. Errol annonce qu'il ne fera rien de tel, mais tourne bientôt son attention vers son père, affirmant que Lolly est peut-être une idiote bornée, mais au moins elle n'est pas une perdante qui abandonne tout. C'était une pique claire envers le père de Lolly qui le regarde dangereusement. Mais Errol ne comprend pas l'allusion et continue en disant qu'il devrait arrêter son apitoiement et commencer à agir plus de son âge, puisqu'il lui reste une main et qu'il peut manier une épée avec celle-ci. Cela déclenche la colère de son père qui saisit immédiatement Errol par le col, lui disant d'éviter de parler de sujets dont il n'a aucune idée. Il dit à Errol qu'un épéiste manieur de deux armes qui ne peut pas manier deux armes n'est rien d'autre qu'un gaspillage d'oxygène. Errol affirme qu'il n'est pas d'accord, car il est lui-même un épéiste sans classe qui continue de concourir et d'essayer de s'élever dans ce monde. Sur ce, son père le repousse et remonte à l'étage. Lolly et Ray viennent immédiatement aux côtés d'Errol, lui demandant s'il va bien, et Lolly s'excuse pour le comportement de son père tout en remerciant Errol d'avoir parlé. Errol affirme que même après avoir perdu son bras et avoir été hors jeu si longtemps, son père est toujours incroyablement fort, et c'est un gâchis qu'il refuse d'utiliser son incroyable force et son expérience. Il pense à toutes les compétences géniales qu'il pourrait apprendre d'un épéiste manieur de deux armes, et se promet qu'il motivera Rod, le père de Lolly, à reprendre l'épée une fois de plus. Lolly entend parler de son désir d'apprendre de nouvelles compétences et lui suggère d'affronter certains des donjons près de la ville. Errol est complètement ignorant des donjons, alors Ray lui dit que les donjons sont des grottes souterraines où les monstres apparaissent par centaines et où tout l'endroit est rempli de pièges, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour apprendre de nouvelles compétences et monter de niveau avec plus d'expérience de combat réel, ce qui les aiderait pendant la coupe du dieu de l'épée. Errol n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors elle explique que la ville organise chaque année un tournoi où les meilleurs épéistes du pays participent pour montrer leurs compétences et prouver qu'ils sont le meilleur épéiste du pays. Lolly sort immédiatement un formulaire et dit à Errol de le remplir s'il veut participer. Mais à l'horreur de Ray, il le déchire juste devant eux. Ray est confuse et demande s'il ne veut pas participer au concours. Mais Errol répond que Lolly essayait de lui faire un coup fourré et lui a donné un certificat de mariage à signer à la place. Lolly rit, affirmant qu'elle ne faisait que tâter le terrain, mais Errol en a marre d'être un gentil garçon et la saisit dans un étranglement arrière pour lui donner une leçon. Le lendemain matin, Errol se réveille et trouve Lolly essayant de l'agresser, mais il l'esquive et l'attache au lit avant de partir. Plus tard ce jour-là, ils se dirigent tous ensemble vers les donjons,
où Loli explique que tout le monde peut se tenir dans les cercles de téléportation par lesquels ils peuvent se téléporter au niveau de donjons qu'ils désirent, mais on ne peut aller qu'au niveau où l'on a déjà été. Loli affirme qu'elle a atteint le niveau 12, tandis que Ray a atteint le 14. Errol décide immédiatement d'aller avec Ray au 14e niveau, mais Loli affirme que cela ne fonctionne pas comme ça, et qu'il doit être physiquement présent à ce niveau pour pouvoir y retourner. C'était une déception, car Errol voulait combattre les monstres les plus forts qu'il pourrait trouver dès le départ. Mais Loli lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle connaît un chemin très court qui les mènera très rapidement aux étages inférieurs. Ils acceptent le plan, mais Loli tente de s'accaparer Errol, prétextant que Ray peut poursuivre sa quête de niveau 14, car Errol n'aurait pas besoin de deux guides, et elle commence à l'entraîner loin d'eux. Mais Errol n'est pas si facilement manipulable, et demande à Ray de les accompagner. Ils pénètrent au premier étage, où ils sont immédiatement assaillis par deux chevaliers en armure. Errol dégaine son épée, et engage le combat avec l'un d'eux, tandis que Ray s'occupe du second. Il est surpris de constater que, malgré leurs lourdes armures, les chevaliers se déplacent avec une agilité incroyable, mais ce n'est rien qu'ils ne puissent gérer. Alors il utilise son pas éclair et décapite le chevalier, seulement pour réaliser que l'armure est entièrement vide et alimentée par le mana du donjon lui-même. Le chevalier se remet à bouger même sans tête, et Ray affirme qu'ils n'ont aucune véritable faiblesse et ne ressentent pas la douleur. Alors Errol décide de viser les jambes, ce qui fonctionne à merveille, car les chevaliers magiques s'effondrent au sol. Ray s'occupe également de son adversaire, affirmant qu'ils se régénéreront bientôt et qu'ils doivent donc avancer. Avant de continuer, Errol demande à Loli quelle est sa classe, et elle déclare très fièrement qu'elle est escrimeuse, et promet de lui enseigner tout ce qu'il désire, sur le terrain d'entraînement ou au lit. Mais Errol la rejette une fois de plus et passe à autre chose. Avant d'entrer au deuxième niveau, ils entendent des cris d'aide provenant de la porte, et en s'approchant, ils trouvent un homme couvert de sang. Agenouillé sur le sol et implorant de l'aide, Ray suggère de le ramener à la surface. Mais l'homme refuse, affirmant que ses amis sont toujours à l'intérieur et qu'ils ont été gravement blessés par un piège. Il les supplie de l'aider à secourir ses amis, mais Loli passe immédiatement aux choses sérieuses, en demandant de l'argent en échange de son aide. À sa grande surprise, l'homme lui verse même une bonne somme de l'argent qu'il a gagné en jouant. Mais Errol sent que quelque chose ne va pas. En marchant derrière l'homme, il remarque que chaque fois qu'il perdait autant de sang, il ne pouvait même pas s'asseoir sans eau bénite, encore moins retourner seul dans une pièce dangereuse. Il réalise que le sang et les blessures sont entièrement faux, mais décide de garder cette information pour lui, pensant que cela pourrait mener à quelque chose d'intéressant et d'amusant. L'homme les conduit dans une pièce secrète où ils trouvent une traînée de sang et une flaque au centre avec une seule pièce d'or. La vue de la pièce attire immédiatement Loli qui s'empresse de la ramasser. Quand un cercle de téléportation apparaît sous eux, Ray réalise que c'était un piège, tandis que l'homme leur sourit, affirmant qu'il a été bien payé pour un travail si facile. Mais à sa grande surprise, le cercle magique le téléporte avec les autres, ils émergent tous à un étage que même Ray n'a jamais vu, ce qui signifie qu'il est encore plus bas que le 14e étage, mais sans aucun signe d'ennemi puissant pour l'instant. Le type qui prétendait être blessé tremblait de peur, en bégayant que c'est censé être l'étage le plus bas du donjon où l'on peut trouver le dieu de l'épée avancée. Soudain, un chevalier à l'armure enchantée arc-en-ciel apparaît devant eux, mais Loli refuse de croire à l'histoire de la classe du dieu de l'épée que tout le monde pensait n'être qu'un mythe. Errol, cependant, réalise le danger dans lequel il se trouve et pousse immédiatement Loli à terre alors que le dieu de l'épée envoie une entaille aérienne si puissante qu'elle brise les murs du donjon. Sans perdre un instant, le dieu de l'épée attaque Errol qui parvient à peine à lever son épée à temps, bloquant l'attaque même s'il est projeté contre le mur. Il réalise qu'il n'a survécu à cela que grâce à l'entraînement de magie de renforcement qu'il a reçu de Ray. Il tente de riposter à son adversaire, mais le chevalier est extrêmement rapide et utilise toutes les techniques avancées pour reculer en un éclair. Sur ce, il sourit, affirmant que c'est une bonne occasion de se tester. Cela choque complètement son groupe, tandis qu'il utilise la même technique de pas divin pour réduire la distance, et poursuit l'attaque, frappant le chevalier d'un barrage de coups qui sont bloqués. Le chevalier est contraint de reculer, mais utilise une compétence qui augmente la gravité dans la pièce, forçant les autres au sol. Mais Errol maintient facilement sa posture, car il a déjà affronté la même chose plus jeune, en s'entraînant contre sa mère. Il utilisait toute sa force à l'époque juste pour pouvoir tenir debout. Alors quand sa mère attaquait, il ne pouvait rien faire. Mais cette fois, c'est différent. Il utilise la pièce d'or pour annuler l'attaque, ce qui crée une petite ouverture, et Errol l'exploite à son plein potentiel. Utilisant l'une de ses capacités les plus puissantes, appelée Rupture Infinie, le chevalier se brise en morceaux après cette attaque, choquant toutes les personnes présentes dans la pièce. Il retrouve ses forces avec de l'eau bénite, puis ils sortent tous du donjon en toute sécurité grâce au sort de téléportation. De retour au bar, Rod buvait de nouveau lorsqu'il surprend une conversation entre trois jeunes idiots qui racontent comment ils ont piégé les nouveaux membres de la guilde de la Croque du Dragon et qu'ils ne reviendront très probablement jamais. Rod s'approche d'eux et brise leur table d'un seul coup de poing, leur ordonnant de révéler tout ce qu'ils savent, mais il est interrompu par Jorg, qui le traite d'ivrogne bon à rien.
Rod réalise immédiatement que cela a dû être orchestré par Jorg, ce qui signifie que les chances de survie de sa fille sont minces, voire nulles. Complètement brisé, il se jette sur Jorg, mais est repoussé comme un paysan, tandis qu'il s'agenouille au sol, souhaitant pouvoir sauver sa petite fille, mais une voix soudaine venant de la porte attire son attention, et il se retourne pour voir Loli. Accompagnée d'Erol et de Ray, elle entre dans la taverne, parlant de leur faim. Loli remarque son père et l'horrible Jorg, mais est surprise quand Rod la serre fort dans ses bras. Remerciant Dieu d'avoir veillé à la sécurité de sa fille, Ray interpelle Jorg, affirmant qu'ils ont obtenu toutes les informations de son acolyte, qui a avoué que tout était le plan de Jorg. Mais comme tout politicien, il refuse catégoriquement de l'admettre, déclarant que chacun est responsable de sa propre sécurité dans les donjons, et Erol pense que c'est un argument valable. Rod dit à Jorg qu'il ne s'en tirera pas comme ça, mais Jorg le traite simplement d'ivrogne bon à rien et quitte la pièce, tandis qu'Erol se demande à quel nouveau stratagème il devra faire face maintenant. Quelques jours passent, et Loli reçoit un parchemin qui contient tous les tableaux préliminaires du tournoi. À son horreur, elle se retrouve dans le même tableau qu'Erol, ce qui anéantit immédiatement son moral, car cela signifie qu'elle n'a absolument aucune chance de gagner les préliminaires et de représenter réellement sa guilde au tournoi principal. Erol est un peu confus quant au concept des préliminaires. Alors Ray lui explique que, puisque le tournoi du dieu de l'épée inspire et attire un si grand nombre d'épéistes aspirants, il est presque impossible de tous les faire participer au tournoi principal. La ville organise donc les préliminaires, avec différents tableaux basés sur un lancer de dés. C'est une question de pure chance de savoir qui affronte qui dans le tableau, et le vainqueur de chaque tableau obtient un billet direct pour le tournoi principal. Elle vérifie le parchemin que Ray lisait, et remarque qu'elle est dans un groupe différent du sien. Elle remercie le dieu pour cela, car elle n'aurait de toute façon aucune chance face à Erol. Elle commence à prier le dieu de l'aider à passer les préliminaires sans trop de difficultés, tandis qu'Erol se moque d'elle pour ses problèmes avec son père. Loli les interrompt, affirmant qu'ils doivent retourner au donjon pour s'entraîner. Mais Erol est trop lassé des donjons à ce stade et veut s'en aller. Loli cependant essaie de faire la mignonne, lui disant qu'elle a besoin d'un homme fort pour la défendre au cas où les choses tourneraient mal. Mais réalise à quel point Loli est pathétique et prévoit de lui apprendre une chose ou deux sur l'indépendance. Mais avant qu'il ne puisse partir, Rod apparaît dans la pièce, agissant de manière un peu trop dramatique en saisissant sa fille, lui disant d'être extrêmement prudente car on ne sait jamais quand Jorg décidera de frapper à nouveau. Loli pouvait voir la peur dans les yeux de son père. Alors elle accepta solennellement de jouer la sécurité avant de sortir. Rod se retourne et trouve Erol le jugeant silencieusement. Mais Rod affirme qu'il a encore le temps de se ressaisir et d'être un père plus protecteur pour sa fille. Erol, cependant, sourit simplement, affirmant qu'il n'est jamais trop tard pour être une bonne personne et s'en va. Quelques semaines passent, et enfin le jour des préliminaires arrive. Les matchs commencent, tandis que le public acclame depuis les remparts, les combattants s'affrontant dans un tourbillon d'étincelles et de coups d'épée. Lentement mais sûrement, le groupe commence à s'éclaircir à mesure que les gens sont éliminés, et même Loli perd son match avant même de rencontrer Erol. Elle rumine dans son coin, triste des résultats, car elle espérait au moins atteindre les finales cette fois-ci. Mais Erol ne se soucie pas de ses sentiments, affirmant qu'elle s'inquiétait pour rien de ne pas gagner les préliminaires, parce qu'ils étaient dans le même tableau, puisqu'elle aurait de toute façon perdu. Cela rend Loli encore plus triste qu'avant. Mais elle se ressaisit et lui dit de rester sur ses gardes, même s'il est très fort, car l'autre finaliste de leur groupe a quelques tours spéciaux dans sa manche. Erol, cependant, ne semble pas trop dérangé, et répond qu'il a déjà vu presque tous les tours lors de ses combats dans les donjons. Il doute donc que cet adversaire le surprenne. Loli, cependant, n'est pas si sûre, car elle répond que cette épéiste rousse est en fait une épéiste magique qui peut utiliser ses sorts pour renforcer ses épées avec du mana et une puissance supplémentaire. C'était intéressant car Erol ne s'attendait pas à ce que la ville autorise l'utilisation de la magie dans un tournoi basé sur le fait d'être le meilleur épéiste. Loli répond que peu importe votre classe, il suffit de faire partie d'une guilde pour participer au tournoi. Sur ce, l'annonceur appelle Erol et Loli lui souhaite bonne chance. Il monte sur l'arène et se retrouve face à la fille rousse qui lui dit sans détour qu'elle est une épéiste magique et que c'est une classe acceptée. Elle ne veut donc pas l'entendre se plaindre que le combat était injuste à cause de sa magie. Erol lui dit sans détour que cela ne le dérange pas et que le meilleur combattant gagnerait le match. Sur ce, l'annonceur lance le match et immédiatement la fille rousse commence à lui lancer des boules de feu. Erol fait une esquive à la Matrix et esquive les attaques une par une tout en déviant et en tranchant le reste. L'épéiste magique cependant semble avoir une réserve de mana inépuisable alors qu'elle poursuit son barrage, mais Erol esquive et se faufile à travers les attaques pour se rapprocher et l'affronter de près. Il tente immédiatement de la frapper, mais la fille parvient à le bloquer tout en utilisant une autre boule de feu pour le repousser. Erol commence à se faire une idée de ses compétences et commente qu'il doit être assez pratique de pouvoir passer des attaques de près aux attaques à distance à volonté. Elle se vante d'être douée et qu'un perdant sans classe comme lui ne pourrait jamais la vaincre. Mais Erol répond
qu'elle n'est maîtresse d'aucune de ces deux disciplines, même si elle en connaît les bases. Cela l'énerve vraiment, et elle promet de lui faire ravaler ses mots en utilisant sa magie pour imprégner le feu dans sa lame, en faisant une épée flamboyante, affirmant que seule une personne de la véritable classe d'épéiste magique peut manier une telle chose. Sur ce, elle balance son épée, faisant en sorte que la flamme poursuive Errol, qui l'esquive calmement et la tranche. Mais même lui a du mal à comprendre d'où viendra la prochaine attaque à cause de ses mouvements erratiques. Il reconnaît son talent, affirmant qu'elle a dû beaucoup s'entraîner. Mais bientôt, il se tient immobile et lui donne une leçon magistrale sur ce qu'est la véritable maîtrise, en déviant les attaques de flamme sans bouger d'un pouce de sa position. Il affirme que même si son escrime de base était meilleure que celle de Loli, elle aurait pu être tellement plus efficace et problématique, mais à ce niveau, elle est à peine meilleure que les PNJ. Cela embarrasse complètement la fille, et alors qu'elle perd son sang-froid, Errol utilise cette opportunité pour lui envoyer une double entaille qui éteint complètement sa flamme, la choquant. Avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, il utilise son pas de téléportation pour apparaître derrière elle et la frappe à la tête avec son pommeau. L'assommant, la foule éclate en acclamation tandis que les juges annoncent Errol vainqueur du 4e bloc. Mais tout ce à quoi il pensait, c'était comment maîtriser et appliquer les compétences qu'il venait de voir cette fille utiliser. Quelques jours passent après cela, et enfin le jour du tournoi final arrive. Loli retourne à la guilde pour réveiller son père, car elle insiste pour qu'il regarde le tournoi avec elle. Ainsi, ils pourront encourager Errol et Ray, qui ont tous deux remporté leur bloc et sont au tournoi principal. Son père n'ouvre même pas les yeux et lui dit d'y aller seul. Comme il ne s'en soucie pas vraiment, Loli essaie de le provoquer, lui demandant s'il a peur de voir Jorg là-bas. Rod est immédiatement provoqué, lui disant qu'il n'a pas peur de Jorg, mais il reprend vite ses esprits, et dans un moment de vulnérabilité, il dit à sa fille qu'il a essayé de reprendre son épée hier, et il a réalisé qu'il est tellement rouillé à ce stade qu'il pourrait même ne pas gagner le tournoi du dieu de l'épée. Cela énerve énormément Loli, qui n'a même pas pu se qualifier pour les préliminaires, encore moins rêver de gagner le tournoi du dieu de l'épée tout en se traitant de rouillé. Elle lui dit qu'il devrait réfléchir à la façon dont il peut encore rivaliser avec les combattants des finales des tournois, alors que d'autres épéistes qui se sont entraînés toute leur vie ne peuvent même pas se qualifier pour le premier match. Finalement, Rod accepte d'y aller, et en chemin vers le stade, il pense à la façon dont il a entraîné Ray quand il avait encore ses deux bras au lieu d'être un désastre manchot. Il repense à ces moments avec tendresse, et se demande comment Ray se comportera. Car elle est sa plus ancienne élève à ce stade, et il est vraiment lié à elle. De retour au tournoi, Ray semble perdre ses nerfs en secouant ses jambes avec anxiété. Regardant le sol, elle est surprise par Errol qui lui demande si elle a peur qu'ils ne se rencontrent dès le tout premier match. Cela semble lui faire oublier ses peurs alors qu'elle essaie de le frapper. Mais Errol attrape son coup de poing juste au moment où les juges annoncent que le premier match opposera Jorg, le champion en titre, à Errol, le phénomène sans classe, qui surprend tout le monde avec son parcours sans défaite jusqu'à présent. Il se lève pour partir, mais Ray lui attrape la main, lui souhaitant bonne chance. Sur ce, Errol entre dans l'arène, où Loli l'interpelle, lui disant de botter le cul de Jorg et de le déchirer en 64 morceaux. Mais au moment où Errol aperçoit Jorg entrer dans l'arène, il réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Les yeux de Jorg sont devenus violets. Il a des crocs et une corne, on dirait qu'il vient de vendre son âme au démon. Les sens d'araignée d'Errol commencent à picoter, alors qu'il réalise que ce type pourrait être dangereux. Mais Rod comprend immédiatement ce qui se passe. Il remarque l'épée que Jorg tient et avertit Errol de reculer. Comme il tient une épée avec un démon très puissant piégé à l'intérieur, la voix de Jorg semble différente lorsqu'il parle, affirmant qu'il ne pensait pas que quelqu'un le reconnaîtrait. Loli est confuse, car Jorg devrait savoir qui est Rod. Mais Rod répond que le démon lui-même semble avoir possédé Jorg à ce stade, ce qui signifie que Jorg n'a le contrôle de rien. Rod affirme que l'épée est censée être l'épée originale utilisée par le dieu de l'épée qui a vaincu le roi démon. Mais avant de mourir, le démon a maudit l'épée. C'est pourquoi elle était censée être enfermée dans le dépôt royal. Le démon sourit, affirmant qu'il a été scellé pendant des centaines d'années, mais il est resté patient car il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait le libérer et s'approprierait le pouvoir. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jorg. Il annonce à tout le monde dans le stade qu'il est le démon nommé Gelda, le destructeur de l'humanité. Cela fait même sortir Ray, qui affirme qu'elle a toujours pensé que Gelda n'était qu'un mythe, une légende pour effrayer les enfants, le démon devenu assez puissant pour détruire la planète entière. Le chaos et la peur s'ensuivent, alors que les roturiers reconnaissent son nom et commencent à fuir le stade, provoquant une bousculade. Gelda, cependant, apprécie le son des humains hurlant pour leur vie, et ne va pas les laisser s'échapper si facilement. Alors il crée un cercle magique sous lui, transformant tout le stade en un dôme d'énergie magique, capturant et enfermant les gens à l'intérieur. Il rit de l'horreur qu'il provoque, affirmant que les cris des humains sont comme de la musique à ses oreilles, et qu'il va en profiter tout en les massacrant tous. À sa surprise,
Errol ne bouge pas de sa position, et a même son épée dégainée. Gelda lui dit de fuir pour sa vie, mais Errol affirme qu'il est confiant de pouvoir le battre, puisqu'il a déjà été vaincu une fois, ce qui signifie qu'il n'est pas invincible. Le démon rit, affirmant avoir été vaincu par un dieu de l'épée. Et selon la mémoire de Jorg, il n'y a pas de dieu de l'épée vivant à ce moment-là. Errol rétorque qu'il y a toujours un dieu de l'épée vivant, qui est sa propre mère, et qu'il peut toujours le vaincre sans être un dieu de l'épée. Le monstre ne peut s'empêcher de rire, mais son rire s'arrête vite, alors qu'Errol se précipite pour une attaque, forçant le démon à reculer avant de contre-attaquer. Errol esquive les attaques avec agilité, tandis que le démon reste choqué, réalisant que ce garçon vient d'utiliser la technique du pas divin que seuls les dieux de l'épée utilisent. Errol, cependant, ne s'arrête pas et continue d'utiliser cette technique, attaquant le démon depuis plusieurs positions. Mais le démon sourit simplement, affirmant qu'Errol a oublié qu'il est dans le corps d'un empereur de l'épée, ce qui signifie que les attaques d'Errol ne lui causent pas beaucoup de dégâts. Sur ce, le démon bondit et frappe Errol à l'épaule, le projetant au sol, pensant que le garçon est fini. Il est cependant choqué lorsque la poussière se dissipe, car Errol semble avoir absorbé l'attaque sans trop de dégâts grâce à son entraînement avec Ray. Cela secoue un peu Gelda, qui se lance à l'attaque, mais Errol le repousse calmement, avant de contre-attaquer avec sa propre attaque de rupture infinie, tailladant et hachant le démon depuis plusieurs directions, le submergeant complètement dans une rafale d'attaques. Cela déclenche le SSPT de Gelda, car il ne doute pas qu'Errol utilise toutes les attaques d'un dieu de l'épée, mais il ne peut croire qu'un simple garçon puisse être un épéiste de ce niveau. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan, Errol utilise une puissante entaille pour achever le démon, qui tombe au sol dans un nuage de poussière. Tout le monde acclame Errol, pensant qu'il a vaincu le dieu démon. Mais Gelda n'était pas encore mort, car son corps réel était toujours l'épée, et tous les dégâts avaient été infligés au corps de Jorg. Il commence rapidement à chercher un nouvel hôte, et saute immédiatement vers Rod. Errol parvient à écarter Ray du chemin, tandis que Rod saute devant sa fille pour la protéger. Lorsque la poussière se dissipe cependant, Rod se tient là, avec l'épée démoniaque à la main, et attrape Loli, posant la lame sur sa gorge. Errol se maudit de ne pas avoir réalisé qu'il devait attaquer l'épée, et non le corps de Jorg pour le vaincre. Mais il est trop tard maintenant. Il dit à Errol que s'il bouge d'un seul pouce, Loli est morte. Mais Errol se déplace librement, lui disant qu'il ne peut pas tuer Loli. Ray ne sait pas pourquoi il provoque un démon littéral. Mais quand Gelda essaie de tuer Loli, la main refuse de bouger. Errol affirme que Rod est bien plus fort que Jorg ne l'a jamais été, donc le posséder ne serait pas si facile. Rod plonge l'épée dans le sol, libérant Loli, tandis que Gelda essaie de riposter et de prendre le contrôle. Rod est cependant trop fort pour lui et parvient à se libérer de l'emprise du démon, jetant l'épée sur Errol, qui la tranche en poussière, tuant le démon une fois pour toutes. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce terrible incident, mais cela s'est avéré être une véritable aubaine pour la guilde de Loli. Depuis qu'Errol avait remporté la coupe du dieu de l'épée, il était de notoriété publique que Dragonfang s'était donné pour mission de retrouver son ancien statut de guilde la plus puissante de toute la ville. En entendant cela, des hordes de nouveaux épéistes aspirants commencèrent à s'inscrire à la guilde, s'attendant à être formés par le vainqueur de la coupe du dieu de l'épée, Errol en personne. Malheureusement pour eux, ils eurent un professeur bien plus expérimenté et bien plus strict qu'Errol, en la personne de Rod, qui s'était transformé après le dernier incident et avait retrouvé toute sa confiance en lui. Il commença à entraîner les nouveaux membres de la guilde sans pitié, avec la même passion dévorante qu'il avait auparavant. Il s'est entraîné seul contre toutes les nouvelles recrues, les épuisant complètement et les poussant à bout jusqu'à ce qu'elles ne puissent même plus tenir debout. L'une des nouvelles recrues finit par se cacher derrière un pilier, mais Loli le vit et le confronta. Elle affirma qu'il ne l'avait accepté dans leur guilde que parce qu'il avait promis de donner le meilleur de lui-même et de s'entraîner avec une dévotion totale. La recrue baissa les yeux vers le sol, marmonnant qu'il n'avait jamais imaginé que Rod en personne les entraînerait avec son régime diabolique. Il demanda ensuite à Loli si Errol les entraînerait aussi bientôt, mais Loli laissa échapper un soupir exaspéré, affirmant qu'Errol avait fini par quitter la guilde après sa victoire à la coupe du dieu de l'épée. Elle se lamente sur la façon dont même Ray avait fini par le suivre, dans l'espoir de l'arrêter. Mais maintenant, tous deux sont partis pour le moment, et elle n'a aucune idée de quand ils reviendront. S'ils reviennent un jour, en attendant, Errol est déjà dans la forêt, voyageant dans la charrette du même aventurier qui l'avait amené dans cette ville. Le conducteur est surpris de voir Errol quitter la ville de Brescia si tôt, surtout après avoir remporté la coupe du dieu de l'épée, ce qui l'avait en fait transformé en une véritable célébrité. Errol répond calmement que, puisqu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée, censée être la compétition des épéistes les plus puissants, cela signifie qu'il a déjà vaincu le meilleur que Brescia avait à offrir, ce qui implique qu'il n'a plus aucune raison de rester ici. Le conducteur est perplexe, car il y a encore de nombreuses raisons de rester dans la cité des épéistes, surtout si l'on détient le titre de plus fort de la ville. Errol, cependant, ne souhaite pas stagner dans un endroit qui ne peut plus le défier. Le conducteur lui demande alors pourquoi il retourne exactement dans son village et se demande s'il avait le mal du pays. Mais Errol répond qu'il voulait simplement tester ses compétences contre les meilleurs et voir à quel point il avait progressé grâce à son entraînement.
Le conducteur est confus, mais Errol affirme qu'il veut voir s'il pourrait désormais vaincre sa propre mère lors d'un match d'entraînement. Un peu plus tard, il atteint enfin son village et tente de se faufiler dans sa propre maison pour surprendre sa mère, qui ramasse des fleurs, mais sa mère est bien trop expérimentée et le sent immédiatement arriver, l'appelant par son nom. Errol est surpris, mais il sourit, sachant qu'il avait été démasqué par la plus forte des combattantes et non par une femme sans talent. Sa mère se retourne et le dévisage de haut en bas, affirmant qu'il semble avoir acquis une bonne dose d'expérience à son actif désormais. Errol répond qu'il a réussi à remporter la coupe du dieu de l'épée, et sa mère semble ravie de l'entendre, car elle affirme qu'ils ont maintenant 2 personnes dans la famille qui ont gagné cette compétition. Errol sourit à cela, mais en un clin d'œil, sa mère disparaît et réapparaît devant lui, tenant une fleur près de son visage, lui demandant si elle sente bon. Errol est choqué par cela, réalisant qu'il aurait été perdu si cette fleur avait été une épée, ce qui signifie qu'il a encore besoin de beaucoup plus d'entraînement s'il aspire un jour à atteindre le niveau de sa propre mère en matière de maniement de l'épée. Il lui sourit, affirmant qu'elle avait vu clair en lui et connaissait déjà la véritable raison de sa présence ici. Sa mère sourit, déclarant qu'elle ne serait pas sa mère si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait juste en lisant dans ses yeux. Elle lui dit cependant que s'il s'entraînait ici même, il détruirait certainement toute la maison, et propose de tenir leur séance d'entraînement sur le terrain d'entraînement derrière les montagnes. Ils se préparent tous les deux et se retrouvent à l'endroit d'entraînement suggéré, épée en main. Elle lui sourit, se demandant à quel point son fils était fort à ce moment précis, mais Errol la prévient de ne pas le prendre à la légère, car il s'était considérablement amélioré depuis la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés sur le terrain d'entraînement. Sa mère se contente de sourire, et en un instant, elle apparaît devant lui, son épée dégainée. Errol parvient à bloquer l'attaque, projetant des étincelles tout autour de la zone, alors qu'il tente de la retenir. Elle lui sourit, affirmant qu'elle ne veut pas, qu'il pense qu'elle ne prend pas cela au sérieux. Mais Errol essaie d'ignorer ses paroles, sachant que même un instant de distraction pourrait lui être désastreux. Il réalise qu'il n'a pu bloquer cette attaque que parce qu'il l'avait déjà vu faire la même chose dans leur jardin. Il réalise qu'il doit passer à l'offensive s'il veut la vaincre, alors il esquive son épée avant de sauter en l'air et d'utiliser Divine Slash et Twin Air Slices en combinaison contre elle. Sa mère parvient à parer cela facilement et demande avec enthousiasme s'il a utilisé les 2 compétences ensemble. Errol répond qu'il l'a fait et demande quel genre de compétence elle a utilisé pour bloquer ses attaques, ce qui la déconcerte car elle répond qu'elle a simplement balancé son épée et rien d'autre. Errol est choqué, car il réalise que ses attaques sont si faciles à gérer qu'elle n'utilise même aucune compétence pour cela. Ils continuent de s'affronter, provoquant d'énormes ondes de choc qui effraient les habitants du village, qui se demandent si 2 monstres se battent l'un contre l'autre dans la forêt. Errol continue de pousser l'attaque, utilisant la technique du saut aérien pour la rejoindre en bondissant dans les airs, mais elle parvient à le repousser alors qu'ils retombent tous 2 au sol. Sa mère lui sourit, affirmant qu'il était peut-être temps pour elle de sortir le grand jeu en libérant la force divine de son épée. Errol fait de même, et ils s'affrontent tous 2 une fois de plus. Pendant ce temps, Ray arrive également au village et le trouve plutôt désert. Alors elle décide d'aller chez Errol pour demander s'il est déjà rentré. La porte est ouverte par la sœur cadette d'Errol, qui n'apprécie guère que des donzelles se présentent à sa porte pour poser des questions sur son frère. Elle tente de la renvoyer et de fermer la porte, mais Errol et sa mère reviennent à ce moment précis, meurtris et contusionnés par le match d'entraînement. Il est surpris de voir Ray au village et affirme qu'il était dans la forêt en train de faire un match d'entraînement avec sa mère. Sa mère semble très fière, car elle déclare qu'Errol est devenu beaucoup plus fort et l'a même vaincu aujourd'hui. Errol sourit et répond qu'ils étaient tous 2 à égalité et qu'il a réussi à la vaincre uniquement grâce à sa force et rien d'autre. Ray est toujours très surprise, car sa mère est une véritable déesse de l'épée mythique. Mais Errol répond qu'elle l'aurait expédiée en un rien de temps si elle avait été à son apogée. Mais même dans cet état affaibli, après avoir abandonné l'entraînement il y a des années, elle restait l'adversaire la plus redoutable qu'il ait jamais affrontée. Ils entrent bientôt dans la maison et s'assoient pour discuter autour d'un gâteau, où sa mère est vraiment intéressée de savoir comment Errol a fait la connaissance de cette charmante jeune femme. Errol répond qu'ils vivaient ensemble en ville, ce qui met des étoiles dans les yeux de sa mère qui se demande si c'est la bonne, mais Ray clarifie immédiatement qu'ils étaient dans la même guilde et rien d'autre. Sur ce, elle se souvient pourquoi elle était là en premier lieu et demande à Errol pourquoi il avait quitté la guilde si brusquement. Errol répond qu'il avait également laissé une lettre de démission, mais Ray affirme qu'il aurait dû au moins leur parler, leur dire au revoir avant de partir, mais Errol a une sorte d'Asperger ou quelque chose comme ça, car il répond simplement qu'il n'avait aucune compétition en ville, il était donc évident qu'il n'avait d'autre choix que de partir. Sa mère lui demande si elle est revenue jusqu'ici simplement parce qu'elle s'inquiétait pour Errol, mais Ray refuse, affirmant qu'elle est en fait venue ici pour devenir son élève, afin d'apprendre toutes les techniques qu'elle a à offrir. La mère d'Errol répond, en lui demandant si elle veut apprendre à devenir une bonne femme au foyer pour Errol.
Avant que Ray ne puisse argumenter davantage, une voix très familière pour elle provient de la cour avant d'Errol, où Evans, le père de Ray, interpelle la mère d'Errol, affirmant qu'ils doivent immédiatement partir pour la forêt, car des monstres incroyablement puissants s'y trouvaient il n'y a pas si longtemps, et avaient complètement détruit la moitié de la forêt. Sa mère réfléchit rapidement et affirme qu'elle et Errol s'y étaient déjà rendus et avaient réglé le problème avec le monstre, et qu'il ne les dérangerait plus. Evans est soulagé d'entendre cela et répond qu'il fera savoir au village qu'il n'y a pas besoin d'évacuation pour le moment. C'est alors qu'il remarqua sa propre fille, Ray, affirmant qu'elle ressemblait de plus en plus à sa mère chaque jour qui passe. Il lui demande pourquoi elle est ici. Mais avant que Ray ne puisse répondre, la mère d'Errol intervient, affirmant que Ray veut apprendre à devenir une bonne épouse. Ray rétorque, affirmant qu'elle veut juste être une bonne épéiste, mais la mère d'Errol lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle lui enseignera à la fois le maniement de l'épée et les devoirs d'une épouse. Cela étant réglé, Errol finit par monter à l'étage, dans le bureau de son père, où il le trouve affairé à son bureau avec un tas de symboles magiques. Il salue Errol, affirmant qu'il est sur le point de faire une percée qui pourrait devenir sa technique ultime. Errol n'est cependant pas intéressé par tout cela et lui dit directement qu'il a enfin vaincu sa mère et veut maintenant apprendre la magie de son père. Son père le félicite d'avoir vaincu le dieu de l'épée, mais lui dit directement qu'il lui est impossible d'apprendre la magie. De retour dans la cuisine, sa mère tend un couteau à Ray pour lui apprendre à couper des légumes, mais Ray n'a jamais rien tenu d'autre qu'une épée dans ses mains, alors elle l'utilise de cette façon, brisant toute la table, choquant à la fois la mère et la petite sœur d'Errol. Un peu plus tard, Errol et son père réparent dans la table, et il fait étalage de sa magie en réparant une tasse cassée. En rangeant tous les outils dans l'abri, son père lui dit à nouveau d'arrêter d'essayer d'utiliser la magie, car il lui est impossible de le faire. Il explique qu'avec les épées, il pouvait s'entraîner et essayer chaque jour et s'améliorer lentement. Les épées brisées dans leur abri sont la preuve de son travail acharné et de son dévouement. Mais essayer d'apprendre la magie sans avoir de réserve de mana, c'est comme essayer de maîtriser une épée sans avoir de bras, c'est quasiment impossible. Errol se tourne vers son père et lui demande comment il sait exactement qu'Errol n'a pas de mana. Son père répond qu'il aurait reçu une classe s'il avait eu du mana, mais Errol répond qu'un jour, alors qu'il s'entraînait avec Ray à Brestion, il a fini par utiliser toute l'eau bénite que la guilde possédait, ce qui a agacé la subalterne qui affirmait que leur guilde était déjà endettée, et que la consommation d'eau bénite d'Errol les enfonçait encore plus. Sur ce, elle a sorti un tas de potions de récupération de mana à la place, et lui a dit de boire ça. Depuis qu'il avait bu les potions, Errol pouvait sentir une petite quantité de mana circuler dans son corps. Son père est très intéressé d'entendre cela et décide de l'essayer. Il guide Errol pour qu'il libère une petite quantité de mana dans la paume de ses mains, et à sa grande surprise, Errol y parvient, mais tombe immédiatement inconscient. C'est la preuve évidente qu'Errol possède en fait une petite quantité de mana en lui. Quand Errol se réveille enfin, il demande à son père comment il peut apprendre la magie maintenant. Son père répond que sa réserve de mana est plus petite que celle d'un nouveau-né à l'heure actuelle, il doit donc l'augmenter en s'entraînant chaque jour. L'entraînement est ce qu'Errol fait de mieux, alors il achète un tas de potions de mana et se met à s'entraîner chaque jour, et après 6 mois entiers, il est capable de produire suffisamment de mana, ce qui le placerait dans la catégorie des novices complets qui ont une réserve de mana très faible. Son père est cependant fou de joie, affirmant qu'il devrait aller à l'académie de magie, où lui-même a appris tous les sorts. Il révèle un parchemin rempli de sorts, disant à Errol qu'il devra les apprendre s'il veut produire de la magie. Avec cela, l'esprit d'Errol commence à bouillonner de nouvelles possibilités d'apprendre la magie au même endroit, ce qui avait fait de son père l'un des meilleurs sorciers du pays. Plus tard ce soir-là, ils s'assoient ensemble pour dîner, et la mère d'Errol leur dit que Ray s'améliore à la fois dans les tâches ménagères et dans le maniement de l'épée, ce qui la rend vraiment heureuse. Tandis que le père d'Errol leur dit qu'Errol est maintenant en passe de devenir un sorcier, ouvrant des possibilités infinies. 3 ans s'écoulent depuis, et Ray s'est entraîné chaque jour avec la mère d'Errol pour être une meilleure épéiste, ainsi qu'une meilleure femme au foyer. Ce matin, la mère d'Errol lui a donné la tâche de préparer le thé du matin, ce qui l'a d'abord stressé, mais bientôt elle s'y est mise et l'a finalement servi avec des mains tremblantes. Elle a attendu avec impatience, pendant que la mère d'Errol prenait une gorgée et goûtait le thé un instant, avant de s'exclamer qu'elle avait fait un très bon travail, car le thé était exactement comme il devait être. Cela rendrait plus heureuse qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais bientôt, sa célébration fut interrompue par un cri venant de l'étage, qui s'avéra être la petite sœur d'Errol, Mira, qui s'écria que lorsqu'elle était allée réveiller Errol, il était introuvable, et elle n'avait trouvé qu'une note laissée derrière lui. Ray et la mère d'Errol vérifièrent dans la note qui ne contenait qu'une seule ligne écrite par lui, mentionnant qu'il se rendait à Arspel, la cité de la magie, pour s'entraîner. Sa mère devint un peu triste, pensant qu'il aurait pu au moins dire au revoir, tandis que Mira continuait de pleurer. Cela fait réaliser à Ray à quel point ses frasques, quand elle était plus jeune, auraient pu impacter sa famille, lorsqu'elle était partie pour la cité de l'épée, Brescia.
La mère d'Erol dit immédiatement à Ray qu'elle ne veut pas qu'elle parte comme ça, et Ray répond qu'elle ne ferait jamais cela, et qu'elle a encore beaucoup à apprendre d'elle. La mère d'Erol pense à la façon dont sa fille aînée avait d'abord quitté la maison, et maintenant Erol est partie de nouveau, se demandant quand elle aurait la chance de les revoir. Pendant ce temps, Erol était déjà à la périphérie du village, voyageant avec le même conducteur de nuit devenu chauffeur Uber, qui semblait surpris de revoir Erol. Erol demande combien de temps cela prendrait, et l'homme répond que cela devrait prendre environ 2 jours pour y arriver. Ils continuent leur conversation. L'homme affirme qu'Erol est vraiment étrange. Il est allé en ville et a montré de grands exploits de force et d'habileté avant de laisser toute la gloire et la fortune derrière lui pour retourner au village dont personne ne connaît même l'existence. Puis il disparaît de la carte pendant 3 longues années, et maintenant, il se dirige vers Arsvel, la cité de la magie. Erol affirme qu'il veut tenter sa chance à l'examen et voir comment il se débrouille face aux autres. Soudain, un jeune garçon aux cheveux roux demande à Erol s'il va aussi passer l'examen d'entrée à l'académie de magie, ce qu'il trouve étrange, car Erol est bien plus âgé qu'un candidat normal à l'entrée. Avant qu'Erol ne puisse répondre, une fille aux cheveux bleus s'en prend au garçon aux cheveux roux, lui disant de ne pas se moquer des gens car il est évident qu'Erol a échoué à l'examen pendant plusieurs années. Avant qu'Erol ne puisse leur dire que c'est la première fois qu'il se rend dans cette ville, la fille aux cheveux bleus lui dit qu'il est vraiment admirable de voir des personnes faibles essayer de surmonter leurs faiblesses. Le garçon aux cheveux roux et la fille aux cheveux bleus commencent à se chamailler, tandis que la fille aux cheveux verts essaie de les calmer mais n'y parvient pas. Le garçon roux se tourne à nouveau vers Erol et lui demande en quelle magie il se spécialise, affirmant qu'il utilise la magie rouge. Erol commence à penser au moment où son père lui avait enseigné les différentes affinités magiques, le noir désignant la magie noire, le blanc, la magie de lumière, le jaune, la magie de terre, le vert, la magie du vent, le bleu, la magie de l'eau, et enfin le rouge, la magie du feu. Mais comme Erol n'avait aucune affinité innée, son père avait décidé de s'essayer à toutes les magies possibles qu'il pouvait apprendre. Il revient à la réalité et dit au garçon roux qu'il ne sait pas vraiment quelle magie il pourrait utiliser. Puisqu'il n'a aucune classe, le garçon est surpris. Mais la fille bleue le traite de perdant, affirmant qu'Erol se moque évidemment de lui, car aucune personne sans classe ne pourrait jamais rêver d'assister aux examens de l'académie de magie. Le garçon roux se retourne furieux, disant à Erol d'arrêter de se moquer de lui, mais Erol lui dit qu'il n'essayait pas, et le prouve avec sa carte de classe, qui montre à tout le monde qu'il est bien une personne sans classe. Les jeunes enfants sont choqués et affirment qu'ils ne seraient jamais capables de réussir les examens. Mais avant qu'Erol ne puisse dire quoi que ce soit, un énorme rugissement sort de la forêt, secouant les arbres tout autour d'eux. Erol reconnaît immédiatement le son et affirme que ce doit être un roi troll qui s'est réveillé de son profond sommeil. Le garçon commence immédiatement à paniquer, affirmant qu'ils doivent s'enfuir car le roi troll est incroyablement fort et la fille bleue exhorte le chauffeur Uber à bouger vite. Le conducteur se retourne horrifié et leur dit qu'à cause du rugissement, ses chevaux se sont évanouis de peur. La fille réalise qu'il n'y a pas d'issue et qu'ils doivent y tenir bon et se battre. Alors elle commence à échafauder un plan et dit au garçon roux et à la fille verte qu'un troll reste un troll après tout et qu'ils peuvent simplement travailler ensemble pour abattre la bête lente. Leur plan tombe cependant en poussière lorsque finalement le roi troll émerge de la forêt avec une énorme massue à la main. Le roux essaie de calmer les filles, leur disant que le troll est énorme, mais qu'elles doivent rester calmes et essayer de l'abattre. Avant même qu'elles ne puissent faire quoi que ce soit, elles sont prises de panique lorsque le troll est projeté en l'air par une énorme massue. Alors qu'un troll encore plus grand émerge de la forêt, les filles tombent à genoux, tremblantes et se tenant l'une l'autre, réalisant que leur magie ne ferait pas le poids face à la bête. Mais le garçon roux garde son sang-froid, car il ne peut pas avoir peur devant les autres, alors il saute de la calèche et essaie de se calmer avant de sortir sa baguette magique et, avec tout son mana, envoie une boule de feu sur le troll, le frappant en plein visage. Pendant un instant, ils ont cru avoir une chance, mais quand la fumée se dissipe, le troll en sort complètement indemne et plus en colère que jamais. Le garçon a utilisé tout son mana pour cette attaque, il ne lui reste donc plus de mana pour tenter de s'échapper. Le troll commence à charger le garçon, quand soudain une énorme explosion couvre toute la zone et réduit le troll en cendres. Ils sont tous surpris, mais Erol sort de derrière, affirmant qu'il aurait peut-être dû se retenir un peu. Le garçon est choqué par cela, et même les filles discutent entre elles du fait que la magie d'explosion est une forme de magie très avancée que seuls les mages utilisent, et encore, les plus puissants d'entre eux. Erol ne leur prête aucune attention et se dirige vers les chevaux, utilisant immédiatement son sort de guérison pour les soigner. Au moment où il se retourne, il trouve le garçon roux à genoux, implorant son pardon et lui demandant de devenir son maître, car il souhaite devenir un grand sorcier un jour. Erol essaie de leur dire qu'il se trompe complètement et qu'il n'est pas un maître, mais simplement un candidat. Il leur montre également à nouveau sa carte de classe. Mais la fille verte commente qu'il doit être un très grand mage et qu'il utilise cette excuse pour cacher son identité.
Incapable de dissiper le malentendu, il décide de continuer son chemin vers la ville d'Arspel et après quelques jours, ils l'atteignent tôt le matin. La ville est située entre un lac avec des ponts-levis de tous les côtés pour laisser entrer et sortir les gens. Les filles regardent, choquées, le garçon roux, arrogant et sûr de lui agir comme un chiot apprivoisé, alors qu'il tourne autour d'Erol en lui posant toutes sortes de questions. Une fois à l'intérieur, le garçon explique à Erol qu'il doit être là pour passer l'examen de la magie rouge, ce qui implique qu'Erol et lui seront ensemble, tandis que la jeune fille en vert et celle en bleu passeront, elles, l'examen de la magie de la terre et de l'eau. C'est à ce moment précis qu'Erol découvre que les cours et les épreuves sont répartis selon les affinités magiques, et il espère sincèrement qu'on ne le rejettera pas d'emblée, comme ce fut le cas à Brejja, simplement parce qu'il était sans classe. À sa grande surprise, cependant, lorsqu'il atteint le comptoir de la réception, la réceptionniste lui sourit, appose un tampon sur sa carte et lui attribue son numéro d'inscription. Erol demande si cela est acceptable même s'il est une personne sans classe, et la réceptionniste lui répond en affirmant que chaque individu a un droit absolument égal de se présenter à l'examen et que personne ne fera l'objet de discrimination. Il prend conscience que cet endroit est véritablement différent de Brescia, puis il se dirige vers le terrain d'examen. Là-bas, il aperçoit un groupe d'enfants alignés les uns à côté des autres, tandis que l'un d'eux projette une petite boule de feu sur un chevalier de métal et réussit ainsi l'épreuve. Avant même qu'il n'ait pu saisir précisément ce qu'il allait devoir accomplir, un jeune garçon très exubérant, aux cheveux d'un roux éclatant, fait son entrée dans l'arène d'examen et demande à l'instructeur s'il serait acceptable qu'il détruise l'une de ses poupées métalliques. L'instructeur fut, dans un premier temps, quelque peu déconcerté, mais il vérifie ensuite sa carte et comprend que le jeune garçon est un utilisateur de magie avancée, ce qui représente une classe extrêmement rare à atteindre. Tous les autres garçons sont affiche une stupéfaits fierté évidente et pour observent son exploit, le jeune homme, mais le jeune homme aux s'avancer cheveux roux et utiliser son finit par sort prétendre que pour sa générer propre un filet de flèche flamme, pourrait accomplir lequel bien mieux. engloutit Le garçon entièrement arrogant le chevalier s'offusque métallique. instantanément et se tourne vers lui, lui demandant s'il pense qu'un simple homme pourrait surpasser un Le garçon utilisateur arrogant de magie prétend que ce ne avancée. sont là que des menaces dans l'air Le garçon et que roux, personne ne saurait l'égaler, avec ni une faire fondre insolence du métal de la sorte. manifeste, Erol intervient réplique finalement, faisant alors remarquer que le que sa chevalier n'a flèche pas pourrait fondu, le pas même un tout petit dévorer peu. tout cru L'instructeur au précise petit alors que déjeuner ces chevaliers sont et en fabriqués finir en mithril, avec lui l'un des avant métaux même les plus le déjeuner. résistants au monde, et qu'ils ne se briseraient pas avec une telle facilité. Le garçon roux se remet à nouveau à se moquer du petit arrogant, entraînant Erol dans la conversation, en prétendant que ce dernier Il choisit d'employer ferait la même des technique que le merveilles, petit arrogant, bien ce qui les mieux surprend que déjà tous quiconque. considérablement. Erol Mais lui l'explosion, donne une elle, bonne tape sur était la loin tête d'être aussi avant de spectaculaire s'avancer et ne fut qu'une résolument dans minuscule l'arène. petite colonne de feu qui, de toute évidence, ne semblait causer aucun dommage. Le garçon arrogant éclate de rire, mais son hilarité cesse brutalement lorsque le chevalier de mithril Le garçon est fond stupéfait et entièrement, prétend que la magie se d'éruption ne saurait transformant en aucun en cas un faire amas fondre du mithril. informe de Mais métal Erol en lui fusion. réplique qu'il a employé une version altérée de cette magie, où il a concentré l'intégralité du feu en une unique et minuscule colonne, générant ainsi une chaleur d'une intensité inégalée par toute autre forme de magie d'éruption. Là-dessus, il sort tout simplement de cette arène et pénètre dans celle de la magie bleue, où la jeune fille en bleu parvient à atteindre la cible et réussit son épreuve. Elle est stupéfaite de voir Erol présent, mais ce dernier ne perd pas un instant et lance une attaque de lame de glace, brisant une fois de plus la cible avant de se diriger vers l'arène de magie verte, laissant l'instructeur et l'ensemble des étudiants absolument bouleversés. Juste à l'extérieur de l'arène, cependant, il remarque la jeune fille en vert, laquelle lui confie qu'elle ne s'est même pas encore inscrite car elle est terriblement effrayée. Il lui prodigue alors un discours d'encouragement et parvient à lui remonter le moral, l'aidant à traverser le processus d'inscription avant de se diriger avec elle vers l'arène. Cette épreuve était d'une simplicité enfantine, puisqu'il leur suffisait de générer un sort de vent élémentaire et de faire tourner le moulin à vent placé devant eux. Cependant, dans un style d'excès tout à fait caractéristique, La jeune fille en Erol vert crée était la suivante à une passer, véritable et elle commençait à tornade, nouveau à perdre ses moyens, laquelle mais Erol pulvérise lui prodigue un entièrement nouveau le discours de moulin motivation en et la pousse gentiment d'innombrables vers petits l'arène, fragments, épreuve qu'elle réussit laissant également avec succès. l'instructeur Une fois cette absolument étape également sidéré. franchie, il excelle sans difficulté à l'école de magie de lumière et à celle de magie jaune, avant de se diriger ensuite vers l'école de magie noire. De l'extérieur, cette école paraît complètement abandonnée, sans la moindre âme qui vive aux alentours, lorsqu'il perçoit soudain un bruit des plus étranges, émanant d'une boîte. Il s'apprêtait à l'examiner de plus près quand tout à coup, il entend une femme s'écrier qu'elle a égaré son animal de compagnie et demande à Erol s'il l'aurait aperçu quelque part. Erol ne sait absolument pas à quoi répondre et prétend que quelque chose se trouve à l'intérieur de la boîte. La femme se met aussitôt à fouiller frénétiquement et en extrait une étrange abomination à l'allure de crapaud. La femme semble désormais ravie et se tourne vers Erol, affirmant avec fierté qu'elle a elle-même créé cette chimère et lui demande si elle n'est pas mignonne. Erol ne put absolument rien faire d'autre que sourire lorsque tout à coup, il est effrayé par un squelette surgissant de derrière lui. Ses instincts se manifestent Tandis qu'Erol lui immédiatement demande si elle est une sorte et de il monstre décapite mort-vivant, le le squelette squelette prétend d'un être une unique charmante employée de bureau de ici sa même baguette. et se présente Le sous le nom de squelette Lota. se hâte Erol alors de s'enquiert de récupérer l'emplacement de sa la salle tête. d'examen et Lota l'informe que l'école de magie noire est accessible à quiconque, étant donné qu'ils ne reçoivent jamais beaucoup d'élèves en ces lieux. Grâce à cela, il est parvenu à intégrer les 6 écoles. Une fois son inscription dûment complétée,
il ressort et se retrouve encerclé par le garçon roux et la jeune fille bleu-vert. Ils commencent alors à se quereller, chacun affirmant qu'Erol rejoindrait leur école puisqu'il a passé leur examen. Mais Erol les sidère en leur révélant qu'il a réussi les 6 examens et qu'il compte bien maîtriser chaque affinité magique à partir de ce jour. Les 3 jeunes se demandent avec étonnement comment Erol a bien pu obtenir une carte d'étudiant de toutes les écoles. Ils supposent alors que, très probablement, les établissements ne communiquent pas entre eux concernant les élèves, ce qui engendre des situations de ce genre. Maintenant qu'Erol a brillamment réussi les examens et que toutes les formalités administratives sont également réglées, un unique problème se dresse encore sur sa route. Il est quelque peu préoccupé par les éventuels chevauchements d'horaires de cours, et le garçon roux, Kaido, s'écrie qu'il l'avait déjà mis en garde à ce propos. Erol lui réplique que puisque chaque cours n'exige qu'un taux de présence de 20%, il parviendra à s'organiser d'une manière ou d'une autre, et que s'il obtient d'excellents résultats à l'examen final, même ses professeurs n'y verront aucun inconvénient. La jeune fille en vert, Colette, lui fait remarquer qu'il ne parviendra pas à obtenir de bons résultats aux examens s'il ne prend pas de notes en classe, car leurs professeurs dispensent les informations les plus récentes lors de leurs exposés. Erol demande alors s'il pourrait leur emprunter des notes dans cette situation, et tous se montrent ravis de partager leurs propres notes avec lui. Il lui demande ce qu'il compte faire concernant les 3 autres écoles, et Erol leur explique que l'école de magie noire ne possède pas d'emploi du temps fixe pour ses cours, la majorité des élèves y apprenant par le biais de l'auto-apprentissage. Il ne reste donc plus que les écoles jaune et blanche, et Erol estime que s'il se concentre davantage sur celle-ci, il sera en mesure de réussir les examens de l'ensemble des 6 écoles. Tandis que Kaido soutient sans réserve les ambitions d'Erol, la jeune fille bleu-vert, Kufa, prend Colette à part et lui demande si Erol est réellement capable de réaliser un tel exploit insensé, quoi qu'il en soit, étant donné que Erol la décide plupart de des se étudiants rendre en ne premier parviennent lieu même à pas l'école à gérer rouge 2 écoles en compagnie simultanément, de Kaido. et elle, là où se trouve personnellement, également le n'en est petit pas arrogant convaincu qu'ils avaient Cela irrite rencontré profondément le petit lors de Royce, leur examen. qui déclare alors que ce qui Ce s'est produit dernier durant l'examen s'alarme n'était qu'un aussitôt pur coup de en chance, apercevant car un Erol mage de et son vient le calibre ne confronter. saurait jamais être vaincu Mais par un Erol, simple lanceur de lui, sorts. ne lui Erol lui accorde affirme même qu'il pas n'est la pas un lanceur moindre de sorts, attention. mais Royce interprète cette phrase d'une toute autre manière. Il s'imagine qu'Erol est un mage, tout comme lui, mais il réfute cette théorie sur le champ. Cela sidère Royce, qui se met à imaginer Erol comme un archimage, mais à son grand étonnement, Erol dément également cette allégation. Avant que cette conversation ne puisse se poursuivre davantage, le professeur fait son apparition, et Royce l'interroge aussitôt sur la classe d'Erol. Le professeur consulte alors le registre et révèle qu'Erol est sans classe. Une information qui plonge le petit arrogant blond dans un profond doute quant à sa propre existence. Sur ces mots, le professeur entame son cours et Kaido éprouve de grandes difficultés à déchiffrer le script magique, lequel est devenu bien plus complexe qu'il ne l'avait mémorisé la dernière fois. Pour Erol en revanche, il ne s'agit là que de notions élémentaires et il se demande sincèrement pourquoi on leur enseigne cela en ces lieux. Le professeur répond à cette interrogation en expliquant que la majorité des élèves présents n'ont pas encore assimilé la grammaire du script magique et que c'est là l'élément le plus crucial pour lancer des sorts avec une efficacité optimale. Il évoque ensuite les nombreux avantages de la maîtrise du script magique, puis ajoute qu'une fois que les étudiants ont atteint un niveau véritablement avancé, ils sont en mesure de réorganiser les sorts magiques afin de les rendre encore plus redoutables. Kaido fait remarquer que c'est exactement la même chose qu'Erol a accompli, et il est stupéfait d'apprendre qu'il s'agit là d'une technique de très haut niveau, car il a toujours vu son père s'amuser avec des sorts depuis aussi loin qu'il puisse se souvenir. Peu de temps après, Erol se rend à l'école de magie verte et confie à Colette qu'aucun des cours suivis jusqu'à présent ne lui a enseigné quoi que ce soit Colette est de étonnée réellement cela, nouveau. car elle s'imaginait que quelqu'un Ils de si fondent talentueux cependant qu'Erol de aurait déjà grands maîtrisé l'art de voler. espoirs sur Il lui cette répond alors école que son père verte, est absolument car la terrifié toute par les première hauteurs, chose et qu'il que va par y conséquent, apprendre la magie du vol est était la la seule et magie unique du chose vol. qu'il n'avait pas pu lui transmettre. Le professeur débute le cours en demandant à chacun de s'imaginer chevauchant un courant d'air ascendant et de maintenir son équilibre en écartant les bras. Erol prend conscience que l'enseignant part du principe que tous les élèves possèdent déjà la compétence de vol, et il se retrouve, lui, totalement désemparé, ne sachant absolument pas quoi faire dans une telle situation. Colette, quant à elle, commence à léviter dans les airs, mais dans son enthousiasme, elle perd l'équilibre et s'écroule lourdement au sol. Les autres élèves se moquent ouvertement de sa chute des plus embarrassantes. Elle reprend alors ses mais exercices, elle, avec une et désinvolture Erol se assumée, sent profondément s'en débarrasse, inspiré, car elle n'a par sa absolument pas détermination l'intention de et sa laisser les confiance. détracteurs gâcher Il sa ne bonne parvient humeur. toujours pas à concevoir un courant d'air La ascendant, tornade le propulse capable de le violemment soulever. très haut dans les airs. Aussi décide-t-il Et de il générer s'écrase une tornade à lourdement ses pieds au sol, afin de formant un se propulser véritable cratère lui-même vers sur le son point ciel. d'impact. Colette est stupéfaite de ce spectacle et l'aide à se décide alors remettre de sur leur ses démontrer pieds comment lorsqu'un procéder garçon arrogant et aux s'élève cheveux verts avec une aisance fait son déconcertante apparition dans les et se airs moque d'eux avant de faire les admirer traitant de à bons tous ariens. la grâce avec laquelle il évolue en vol. Colette est véritablement impressionnée par Erol son talent. s'enquiert de la nature Et de le la garçon course lui dont il est répond qu'il n'a question, jusqu'à ce jour et Colette pratiqué que l'informe la magie du que vol les participants et qu'il a s'affrontent remporté sur un parcours absolument prédéfini toutes les courses en auxquelles utilisant il la a magie pu du vol. prendre Le garçon part. arrogant lui Erol rétorque se qu'il ne montre sait même pas vivement encore voler, intéressé et par Erol cette lui répond compétition, qu'il l'apprendra bien sûr, et il avec de la déclare pratique. avec conviction Le garçon qu'il interroge y ensuite prendra le également professeur part. sur la date de la prochaine course, qui aura lieu dans 2 mois, puis il fait remarquer à Erol qu'il n'aura pas suffisamment de temps pour s'entraîner, car il faut d'ordinaire au moins 6 mois aux gens pour maîtriser correctement le vol. Sur ces mots, il s'envole,
et Colette suggère à Errol qu'il pourrait tout à fait prendre part à la course l'année suivante. Cependant, Errol, lui, a déjà commencé à élaborer des stratégies pour remporter cette compétition Kaido dans seulement interroge 2 les mois. jeunes filles, Quelques leur jours plus demandant tard, pourquoi Kaido, elles Kuffa avaient et absolument Colette besoin de se rendent à l'appeler l'école pour les en accompagner, pleine nuit, alors qu'elles car auraient Colette y très avait bien pu oublié s'en un charger objet seules. important. Cependant, Kaido Kuffa n'a lui réplique absolument pas que s'il entendu avait la prêté moindre rumeur, attention et aux Kuffa lui rumeurs demande qui alors circulent s'il vit actuellement, carrément sous il une saurait roche. qu'elles ont Elle besoin lui d'une révèle protection que additionnelle. Tout récemment, des élèves ont aperçu un fantôme qui Kuffa volait se aux met à le alentours taquiner de à ce l'école propos, durant la ce qui nuit, pousse à lui hurler et dessus. Kaido, Tandis en que Colette entendant tente de cela, les apaiser tous les deux, panique une silhouette des plus complètement, suspectes car arrive il en est volant droit terrifié vers la par fenêtre. tout ce qui Kuffa et touche au Kaido sont pris de panique surnaturel. en l'apercevant, mais l'homme mystérieux ouvre la fenêtre et bâillonne Colette afin qu'elle ne puisse émettre le moindre son. Chacun est absolument terrifié par cette scène. Mais Kaido est fin prêt à attaquer l'homme encapuchonné s'il ne relâche pas immédiatement son ami. Il s'avère cependant que Il c'était lui en conseille réalité de laisser son Errol corps se reposer qui un peu la s'entraînait nuit, tout mais il simplement leur réplique à sa qu'il dort magie du amplement. vol. Il était d'ailleurs Ses endormi amis juste sont avant d'arriver à la stupéfaits fenêtre, de et comprendre ses amis ne qu'Errol saisissent était en fait absolument le pas fameux ce qu'il entend fantôme par là. dont les Errol leur rumeurs explique parlaient. qu'il a entraîné son corps à s'exercer au sort, même lorsqu'il est plongé dans le sommeil. Pour lui, ne rien faire pendant qu'il se repose est une pure perte de temps. Ses amis ont énormément de mal à croire qu'il soit capable d'une telle chose, et bien qu'il lui demande d'arrêter de faire des folies pareilles, ils se sentent, malgré tout, motivés à redoubler d'efforts grâce à son exemple. Sur ces entrefaites, Kaido et les autres regagnent leur dortoir. Mais comme Errol est désormais parfaitement éveillé, il décide de mettre son temps à profit de manière productive. Il se rend aussitôt à l'école de magie noire, et Lada est absolument ravi de le revoir. Errol lui explique qu'il est dû venu ici afin d'obtenir l'autorisation d'accéder à la bibliothèque, et Lada lui demande alors quel type d'ouvrage il souhaite consulter. Il lui répond qu'il lit absolument tous les livres qu'il peut dénicher, car Le il lendemain, regorge durant le d'une cours à l'école multitude rouge, d'informations Errol fait précieuses. remarquer une erreur. Lada est que le d'ailleurs très professeur étonné a de cette commise réponse, en rédigeant car la une plupart formule des de gens sort. sont effrayés à la Kaido simple est évocation particulièrement des livres de impressionné magie par noire. cette observation, Étant donné que mais certains Errol d'entre lui eux explique sont que, excessivement longs, comme il ne peut il pas les a utiliser de considérablement compétences, abrégés il est afin qu'ils contraint soient de bien plus mémoriser aisés à mémoriser. l'intégralité des sorts. Le professeur, ayant également entendu cela, se montre très curieux de découvrir la méthode d'Errol. Baldi est pour profondément raccourcir les impressionné sorts. par cette prouesse et Il déclare que, l'invite alors théoriquement, au tableau le sort devrait produire pour en faire exactement la le même effet, démonstration mais à qu'il ne toute comporte la classe, aucune mesure de sécurité. et Errol Il explique parvient que le à sort pourrait réduire exploser près si de le la lanceur ne moitié parvient pas à maîtriser le son mana à sort la qu'il perfection. était en train Errol d'enseigner. lui réplique alors que la protection divine le préservera de tout dommage létal et qu'il est tout à fait prêt à endurer la douleur de l'explosion. Baldi est absolument stupéfait par cette démonstration, et il demande à Errol s'il souhaiterait passer un examen de promotion afin d'accéder directement à la 2e année. Il conduit les deux jeunes Royce garçons vers se la zone porte d'épreuve, également laquelle volontaire consiste pour en un tenter étroit cette couloir au épreuve, fond duquel se trouve une et cage Baldi abritant un n'y monstre. voit Il explique à absolument Errol et Royce aucun qu'une fois qu'ils seront inconvénient engagés dans ce couloir, à le une laisser créature prendre sera part. libérée de sa cage et que s'ils parviennent à la vaincre sans la laisser s'approcher d'eux, ils réussiront alors l'examen. Malgré une certaine nervosité, Royce se propose d'y aller en premier. Cependant, lorsqu'il réalise qu'il va devoir affronter un Minotaure, il est pris d'une légère panique. Le Minotaure fonce alors sur lui à toute vitesse et Royce lance le sort d'éruption en sa direction. Malheureusement, le sort manque sa cible, et Royce commence à paniquer de plus en plus à mesure que le Minotaure se rapproche dangereusement. Il ne cesse de répéter la même compétence, et Errol observe qu'il a manifestement gagné en force depuis l'examen d'entrée. Baldi acquiesce, mais il fait remarquer que le sort qu'il emploie n'est absolument pas approprié pour cibler des adversaires en mouvement. Très vite, le Minotaure se trouve suffisamment proche pour pouvoir Royce est attaquer stupéfait Royce par cette mais disparition, au moment précis mais où Baldi il s'apprête lui, à l'atteindre, s'amuse comme un la petit créature fou à s'évanouit terroriser le jeune purement arrogant trop sûr et de lui. simplement. Tandis que Royce sort de l'arène, il est explique profondément que les élèves déçu de doivent sa propre d'ordinaire performance, étudier pendant mais 2 le années professeur lui complètes assure avant de qu'il a pouvoir tout de tenter même l'examen de très bien promotion. réussi. Royce Compte comprend tenu de alors son que niveau de Baldi classe. l'a autorisé à passer cette épreuve afin de lui faire prendre pleinement conscience Le professeur de est son ravi de véritable constater niveau. que ses méthodes ont porté leurs Il fruits, réalise enfin puis qu'il il se est tourne vers bien Errol, moins bon lui que indiquant tous les que autres c'est à son tour de passer. en 2e Il année, lui demande de s'engager dans et la il voie décide adjacente, de où il continuer devra à également affronter travailler un Minotaure. assidûment. Cependant, à l'instant avec même où les grilles humilité. s'ouvrent, Errol se dit que Baldi est en train de lui jouer une sorte de mauvaise blague, car son adversaire ne ressemble absolument pas à un Minotaure ordinaire. Même Baldi est déconcerté par cette situation lorsqu'une autre mage arrive en courant, l'informant qu'en raison d'une regrettable erreur, la voix d'Errol contient un Minotaure supérieur au lieu d'un spécimen ordinaire. Elle presse Baldi d'interrompre l'épreuve sur le champ, mais Errol a déjà entamé ses préparatifs. Errol lui assure qu'il est capable de le vaincre, mais Baldi lui rétorque que le monstre esquivera absolument toutes les attaques. Errol répond alors qu'il ne peut esquiver que les attaques qu'il est en mesure de percevoir. Et à cet instant précis, ces lances de flammes modifient brusquement leur trajectoire. Elles atteignent les jambes du Minotaure supérieur par derrière,
le faisant ainsi chuter lourdement au sol. Erol l'achève ensuite en employant le sort d'éruption, ne Il se laissant dit qu'une absolument personne aussi aucune talentueuse trace de la que lui créature ne saurait être sans Baldi classe. n'en revient tout Et il simplement commence pas, à envisager car les qu'une minotaures erreur supérieurs s'est sont glissée habituellement dans son réservés évaluation aux examens initiale. de promotion À des cet élèves instant d'élite précis, de deuxième année. Erol Et sort de la Erol a zone démontré d'épreuve une habileté et demande au plus professeur que s'il a réussi. suffisante pour rivaliser avec eux. Baldi lui annonce qu'il a brillamment réussi l'épreuve, et qu'à compter de demain, il pourra intégrer directement la classe de deuxième année. Plus tard dans la journée, Kaido se vante avec une fierté ostentatoire des exploits d'Erol donc auprès tout des à fait jeunes normal filles, qu'il se lesquelles montre lui fier de sa demanderont puissance. pourquoi il affiche une telle Cependant, arrogance Erol à ce propos. est quelque peu déçu, car il n'est pas du tout satisfait d'avoir réussi bien l'examen que ses de amis soient promotion stupéfaits dans en une entendant seule et une telle unique déclaration, école. ils savent Il pertinemment désire que c'est ardemment exactement le genre de passer choses cet à laquelle examen ils devraient dans l'ensemble s'attendre des de la écoles, part d'Erol. afin Le de lendemain pouvoir matin, accéder Erol ne à perd la pas un instant deuxième année et rattrape le professeur dans de la classe chacune bleue, d'entre lui elles. demandant de l'autoriser à passer un examen de promotion afin de pouvoir accéder au niveau supérieur. Mais le professeur n'est pas du tout convaincu de ses aptitudes et lui explique que ces examens ne se déroulent qu'une seule fois par an et que, le moment venu, il sera le bienvenu pour postuler et s'y soumettre. Erol, cependant, Le professeur de magie ne bleue la laisse pas reconnaît s'en tirer que c'est à si bon effectivement compte une et règle affirme qu'il mais est elle au précise courant qu'il ne du l'applique système de qu'aux élèves recommandation des véritablement professeurs exceptionnels, et que si ceux elle qui le sont recommande, uniques en leur il genre, peut passer un un sur un examen dès million à présent. en termes de capacité. Erol lui propose alors de jeter un œil à sa magie, juste une fois, et de juger par elle-même. Le professeur se retourne en soupirant, lui expliquant que s'il commence à assister assidûment aux cours, alors elle daignera examiner sa magie et jugera si, oui ou non, il est digne d'une promotion. Cela irrite profondément le professeur, Erol qui se met fait une alors moue, à lui hurler dessus, prétendant lui demandant qu'assister à ces s'il ose cours penser qu'il que son juge cours est totalement stupides inutile. et Il la lui répond pire que son chose enseignement qu'il puisse pourrait faire à certes l'heure être bénéfique actuelle. pour les élèves qui débutent en magie élémentaire, mais que pour lui, personnellement, ces leçons sont d'un ennui mortel et d'une répétitivité exaspérante. La ville est située entre un lac avec des ponts-levis de tous les côtés pour laisser entrer et sortir les gens. Les filles regardent, choquées, le garçon roux arrogant et sûr de lui agir comme un chiot apprivoisé alors qu'il tourne autour d'Erol en lui posant toutes sortes de questions. Le visage de la professeure bleue rougit alors qu'elle s'énerve encore plus, disant à Erol que c'est elle qui décidera si sa magie est basique ou non. L'appât de la rage d'Erol s'avère réussi alors qu'il pousse un soupir de soulagement. Heureux de pouvoir enfin apprendre une magie plus avancée après son examen. L'instructrice emmène Erol dans une arène, tandis que Cal observe d'en haut, se demandant pourquoi Erol irait provoquer Hengel, la professeure de l'école bleue, alors qu'elle n'est qu'à un pas de devenir une archimage, une classe suprême pour tout mage. Erol, cependant, n'est pas du tout dérangé par cela, se tenant défiant dans l'arène. Hengel lui dit que les règles sont simples, aucune attaque physique n'est autorisée, et s'il gagne cette bataille simulée, elle le laissera passer l'examen de promotion. Erol se contente de hocher la tête, affirmant qu'il pense avoir de bonnes chances de remporter la victoire. Cela déclenche vraiment l'instructrice qui se demande à quel point un gars peut être trop confiant face à une archimage potentielle. Elle décide de tout régler dans l'arène elle-même, et dès que la bataille commence, elle utilise un terrifiant sort de tempête de glace qui crée un vortex autour d'Erol. Les vents sont si glaciales qu'il est difficile même pour Kufa, assise au-dessus, de respirer sans s'étouffer. Elle souhaite à Dieu qu'Erol survive à cela, mais quand les vents se calment, elle remarque qu'Erol s'est complètement transformé en glace dans le processus. Hangul sourit, affirmant que, comme tout le monde, même Erol semble n'être que du bluff. Elle tourne son attention vers Kufa et lui dit que chaque fois qu'elle est dans une bataille simulée, elle devrait commencer par un sort puissant pour essayer de prendre l'adversaire au dépourvu et de terminer le combat le plus tôt possible, avant qu'elle ne puisse célébrer sa victoire. Cependant, la glace commence à se fissurer alors qu'Erol la transperce d'un coup de poing. Hengel réalise qu'Erol a été assez rapide avec ses incantations magiques pour créer des boucliers de glace autour de lui, ce qui l'a protégé du pire de son attaque. Elle le félicite d'être rapide sur ses pieds, mais affirme que cela ne suffira pas à l'aider à gagner. Erol prétend qu'ils ne le sauront jamais s'il n'essaie pas, et sur ce, il produit des éclats de glace. Impressionnée, elle affirme que les éclats de glace sont la magie la plus basique qu'un débutant apprend, mais Kufa est choqué, car Erol double la quantité d'éclats de glace qu'il a déjà produit, alors qu'elle ne peut en produire que 2 au maximum. Hengel sourit, affirmant que ce n'est pas mal pour un nouvel étudiant, mais que ce n'est pas du tout assez fort pour lui causer des problèmes. Au lieu de se défendre avec un mur de glace, elle décide de contrer ses attaques en utilisant ses propres éclats de glace. Les éclats de glace explosent en plein air en se heurtant les uns aux autres, et Erol réalise qu'il aurait dû s'attendre à cela de la part d'une instructrice, et qu'il l'avait peut-être prise trop à la légère, ce qui était une erreur de sa part. Hengel réalise soudain qu'Erol est l'étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats à l'examen d'entrée, et sait que les éclats de glace sont probablement son sort de prédilection, mais elle affirme que cela ne fonctionnera pas sur elle puisque c'est aussi son sort principal. Erol ne cède pas, cependant, affirmant qu'il ne le saura jamais s'il ne le teste pas. Sur ce, il se prépare pour une autre volée d'éclats de glace, mais cette fois, il double la mise. Hengel sourit et répond avec le même nombre d'éclats, affirmant qu'elle peut en créer des centaines quand elle le souhaite.
Kufa n'arrive pas à croire le niveau auquel ces deux personnes se battent, mais Errol n'a pas encore fini. Il produit soudainement 100 éclats de glace à droite de Engel, puis à gauche et même derrière elle, l'encerclant complètement. Cela la prend au dépourvu, car elle réalise que multiplier les éclats de glace est assez facile, mais changer leur direction nécessite un sortilège complexe. Elle réalise immédiatement que ces éclats ne peuvent pas la protéger de ceci et utilise un mur de glace pour se protéger du barrage. Elle est confuse par le fait que les éclats de glace d'Errol semblent aussi forts qu'avant, même si leur puissance devrait diminuer plus il les multiplie. Elle joue un tour, cependant. Elle sait qu'Errol ne peut pas briser son mur de glace, alors elle préserve son mana en attendant une dernière attaque puissante pour achever Errol lorsque ses réserves de mana seront épuisées. Elle pourrait penser à son sort final, mais Errol décide d'utiliser son sort final à la place. Engel est confuse, car elle est sûre qu'Errol ne peut pas briser ses épais murs de glace, et il ne devrait pas avoir assez de mana pour cela. Mais Errol avait tout planifié, car maintenant, elle est piégée dans ses propres murs, et il utilise une énorme lance de glace au-dessus d'elle. Avant de la frapper, Engel panique et utilise son bouclier de glace, mais il n'est pas assez fort pour bloquer complètement la lance, et la lance transperce le bouclier. Frappant Engel avec un grand bruit, Errol pousse un soupir de soulagement, affirmant que la vaincre a été vraiment difficile. Tandis que Kufa est choqué, réalisant qu'un étudiant vient de battre une professeure de l'académie, c'est incroyable. Après cela, il les rencontre tous les trois à l'extérieur, où Kufa dit aux deux autres que Engel a décidé de promouvoir Errol sans passer l'examen de promotion. Kaito l'acclame, mais Errol n'a pas encore fini son parcours. Il jette immédiatement son dévolu sur Colette et l'école verte ensuite. Colette l'accompagne pour rencontrer la professeure de l'école verte, et Errol lui demande la permission de passer l'examen de promotion. Elle refuse, affirmant qu'il pourra tenter sa chance quand ils auront lieu. Errol se plaint que si elle lui donne la recommandation, il peut passer les examens de promotion et demande si elle veut voir sa magie. La professeure ne recule pas, cependant, affirmant que d'autres écoles peuvent avoir leurs règles, mais qu'elles ont les leurs, où elles ne permettent à personne de passer l'examen de promotion en dehors du calendrier prévu. Errol se plaint qu'il doit y avoir un moyen de passer les examens de promotion avant l'heure, et la professeure répond avec frustration que seul le directeur peut l'autoriser à passer les examens, c'est la seule solution. Errol commence immédiatement à réfléchir à la manière d'approcher le directeur, mais la professeure lui dit de ne même pas y penser, car le directeur est une personne très occupée, et s'il leur fait perdre leur temps, cela pourrait entraîner son expulsion de l'école. Errol réalise qu'il ne peut pas prendre ces risques, mais Khalid lui dit soudain qu'il existe un autre moyen de rencontrer le directeur. Elle affirme que la course de vol arrive très bientôt, et que chaque année, le gagnant est personnellement récompensé par le directeur. Errol pense que c'est un plan merveilleux, car de cette façon, il pourrait aussi montrer ses compétences au directeur et demander une promotion. La professeure verte sourit, affirmant qu'il anticipe un peu trop, car la course aura plus de 300 participants, et gagner ne serait pas si facile, mais Errol affirme qu'il gagnera la course quoi qu'il arrive. Finalement, le jour de la course arrive, et tous les participants s'alignent, tandis que le commentateur présente le directeur de l'école, qui les salue tous et leur dit de jouer proprement sans se blesser, c'est important. Avant que le match ne puisse commencer, le garçon aux cheveux verts de tout à l'heure s'approche à nouveau d'Errol, lui demandant s'il est là pour se ridiculiser, mais Errol ne le reconnaît même pas. Cela énerve le gamin, qui affirme qu'il est Sky et qu'il va devenir le mage le plus rapide du monde. Sur ce, le match commence enfin, et les coureurs s'envolent, se heurtant les uns aux autres et tombant, tandis que les meilleurs s'élèvent au-dessus des autres et commencent à parcourir le parcours. L'un des participants vole comme une fusée, mais n'a aucun contrôle, alors il s'écrase contre les murs et est disqualifié. 15 de tous les participants mènent le peloton avec la plupart des visages familiers des promotions seniors. Mais l'un des professeurs réalise qu'il y a deux nouveaux visages dans le mélange, et tous deux, de leur première année, il s'avère que ce sont Errol et Sky. Sky est choqué de voir qu'Errol est capable de suivre le rythme, mais Errol répond que tout le monde bouge très lentement en ce moment. Sky semble confus, mais Errol lui dit que c'est une longue course, et s'ils partent à fond dès le début, ils ralentiront à la fin et n'auront plus d'énergie pour finir. Ils continuent à avancer à un rythme régulier lorsqu'ils arrivent au premier virage délicat, où ils doivent manœuvrer à travers un passage étroit, puis prendre un virage serré à gauche. Certains coureurs vont de l'avant, mais sont incapables de prendre les virages, ce qui les fait tomber dans l'eau, tandis que Sky utilise sa propre stratégie en étant au milieu du peloton, ce qui lui donne la position optimale pour prendre un virage réussi. Après avoir tourné, il sourit à lui-même, pensant qu'Errol est probablement perdu maintenant. Mais à sa grande surprise, Errol parvient à rester juste là avec lui. C'est incroyable. Bientôt, la chef de peloton, Dion, qui est aussi la gagnante des 4 courses précédentes, prend de l'avance sur les autres, mais à leur surprise, Errol et Sky, qui sont censés être des débutants de première année, parviennent à rester aux trousses de Daioni. Même Daioni semble un peu choqué que 2 premières années puissent en suivre la personne la plus rapide de la 4e année. Sky commence à lutter avec la vitesse, mais refuse de reculer et pousse en avant. Mais Dion révèle qu'elle n'allait toujours pas à pleine vitesse. Elle accélère d'un cran et prend de l'avance, tandis que Sky commence lentement à manquer d'énergie,
transpirant alors qu'il essaie très fort de rester dans la course, mais c'est inutile car il est complètement à court de mana. Le professeur de l'école jaune félicite les efforts de Sky, affirmant qu'il peut faire de grandes choses s'il continue à travailler sur lui-même. Mais à leur surprise, Erol est toujours juste derrière Dion. Elle est surprise de voir que quelqu'un peut encore la suivre à ce rythme, alors elle décide d'accélérer encore plus. Erol réalise que ses 2 mois d'entraînement ne suffisent pas à battre cette fille, alors il décide de sortir son atout. Il commence à utiliser la magie pour créer des poches d'air sous ses pieds, et commence à sauter d'elle, ce qui lui donne suffisamment d'élan pour maintenir sa vitesse avec celle de Dion. Le commentateur est confus, car il ne comprend pas ce qui se passe. Mais l'instructeur de magie de lumière a des instincts vifs, et il explique la magie qu'Erol utilise. Mais il affirme que pour générer suffisamment de portance avec cela, il faudrait la force des jambes d'un épéiste de classe suprême, ce qui le déroute. Ils ne savent pas encore qu'Erol ne manque jamais une séance de jambes, alors qu'il continue de donner à Dion une compétition difficile, mais l'instructeur de magie de lumière affirme qu'ils doivent ralentir bientôt, car ils sont dans la dernière ligne droite et devront prendre un virage serré une fois de plus pour se précipiter vers la ligne finale. Mais à ces vitesses, ils ne pourront pas le faire et risquent de s'écraser. Daoni sait très bien qu'ils doivent ralentir, mais elle sait aussi que le premier à ralentir serait désavantagé, ce qui est un problème. Elle maintient sa vitesse aussi longtemps qu'elle le peut, mais décide ensuite de ralentir car il n'y a aucun moyen de prendre le virage autrement. Erol, cependant, ne s'en soucie pas vraiment et se précipite vers le coin et frappe la poche d'air pour prendre le virage serré à la place. Avec cela, il parvient à franchir la ligne d'arrivée en première position, remportant la course, tandis que Dion arrive deuxième. Au lieu d'être une mauvaise perdante, elle serre la main d'Erol, le félicitant pour la victoire et lui souhaitant bonne chance pour l'avenir. Après un certain temps, Sky atteint également la ligne d'arrivée en troisième position, mais il est trop épuisé pour dire quoi que ce soit et s'effondre simplement sur le sol. Un peu plus tard, le directeur remet à Erol sa médaille et son certificat, et Erol saisit l'occasion de demander au directeur une promotion au 2e grade. Le directeur sourit, affirmant qu'il a montré qu'il est un étudiant exemplaire et qu'il est libre d'être promu au 2e grade. Avec cela, Erol complète la promotion dans les écoles vertes, rouges et bleues, ce qui signifie qu'il ne reste que 3 écoles. Après avoir obtenu les promotions des écoles vertes, rouges et bleues, Erol tourne son regard vers l'école de la Terre comme prochaine étape. Il entre dans le département et se dirige directement vers la réception, où il demande immédiatement à la réceptionniste quel est le moyen le plus rapide d'obtenir une promotion. Elle réfléchit un instant avant de répondre que participer à l'assemblée annuelle et y montrer ses compétences serait la première étape pour y parvenir. Les yeux d'Erol s'illuminent alors qu'il dit à la réceptionniste de l'inscrire pour cela, mais la réceptionniste l'informe que malheureusement, cette opportunité est passée et les inscriptions à l'assemblée sont terminées. Erol n'en croit pas ses oreilles et commence à poser toutes sortes de questions, essayant de trouver une solution à ce problème, car sans sa promotion, il devrait assister à des cours inutiles sans absolument aucune raison, ce qui est absurde. Il continue de marchander avec la réceptionniste qui lui dit fermement de s'en aller, car elle n'a aucun moyen de l'admettre. Il la supplie d'avoir une chance, promettant qu'il est prêt à tout faire pour entrer à l'assemblée. Juste à ce moment-là, un grand professeur l'interpelle par derrière et lui demande « Pourquoi veut-il tant assister à l'assemblée ?» Erol répond qu'il veut obtenir une promotion, ce qui fait rire le professeur, et il répond qu'il peut assister à l'assemblée s'il devient son assistant de recherche. Les yeux d'Erol s'illuminent et il accepte immédiatement le poste, avant de se tourner vers la réceptionniste qui secoue la tête avec consternation, demandant à Erol s'il a la moindre idée de ce dans quoi il vient de s'engager, c'est une folie. Erol est confus et en demande plus, alors la réceptionniste révèle que l'homme était le professeur Rogue, qui est le meilleur absolu pour contrôler les golems et adore les présenter lors des assemblées, c'est sa passion. Mais contrairement aux autres professeurs, il aime aussi organiser des batailles avec ses golems. Erol ne trouve rien de mal à cela, mais la réceptionniste révèle que les adversaires des golems ne sont pas d'autres golems, mais en fait les étudiants qui décident de devenir son assistant de recherche. C'est alors qu'Erol réalise qu'il vient d'être manipulé pour devenir de la chair à canon, et la réceptionniste lui demande s'il veut toujours s'inscrire à l'assemblée. À sa surprise, au lieu de reculer, Erol a redoublé d'ardeur dans sa décision, affirmant qu'il se fiche de devoir affronter un golem. Si c'est le seul moyen d'entrer à l'assemblée, il est prêt à prendre ses chances. La réceptionniste est choquée par cela, mais n'a pas d'autre option que de le laisser s'inscrire. Quelques jours plus tard, enfin, le jour de l'assemblée arrive et tout le monde se prépare à présenter ses compétences grâce à sa magie de manipulation de la Terre. Certains craignent de magnifiques signes, d'autres des scènes d'un livre de contes, tandis qu'un idiot décide de construire un château de sable. Finalement, le tour du professeur Rogue arrive et un silence tombe sur la foule alors qu'il se demande qui sera sa nouvelle victime, c'est toujours un spectacle. Kufa entend le public parler de la façon dont le professeur Rag torture les étudiants chaque année à l'assemblée, et cette fois, il semble avoir trouvé un étudiant de première année. Kufa est terrifié après avoir entendu cela,
et prie pour qu'Erol soit sain et sauf. Le professeur Rag crée immédiatement 3 golems de combat en un clin d'œil, ce qui impressionne le public. Kaido remarque que ces golems ont l'air différents de ceux qu'ils ont vus dans leur village, et Khalid répond que c'est parce que ce sont des golems de combat, pas les habituels. Rogue se tourne ensuite vers Erol et lui dit de sortir ses golems pour que la bataille puisse commencer. À sa surprise, Erol appelle son golem Alpha. Alpha. Mais contrairement au golem de Rogue qui semble fait de boue et de terre, Alpha ressemble plus à un Power Ranger. Les gens dans le public sont excités de voir cela, car il n'y a aucune règle stipulant que les golems doivent être faits de boue. Erol explique qu'il a créé le golem à l'aide de matériaux qu'il a trouvés tout au long de son voyage et les a combinés par alchimie pour produire une bonne armure, après quoi il a utilisé la magie de la terre pour contrôler sa création, donc cela devrait être un golem tout à fait valide. Rogue se contente de rire à cela, disant à Erol d'arrêter de plaisanter, car il n'y a aucun moyen qu'il puisse contrôler une structure aussi lourde avec la magie de la terre, et il doit y avoir un humain caché à l'intérieur de l'armure, c'est évident. Sur ce, il retire le casque, pour ne trouver que l'obscurité le fixant. Erol remet le casque, tandis que Rogue affirme que les parties métalliques sont trop légères pour avoir une quelconque solidité, et affirme que même s'il est clair qu'Erol a mis beaucoup d'efforts là-dedans, sa création ne pourrait pas survivre à un seul coup du golem de Rogue. Erol lui dit de fermer son clapet et de s'y mettre. Rogue dit immédiatement à son golem d'attaquer et de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Immédiatement, l'un des golems de terre passe à l'action et se précipite droit vers Alpha, avec une vitesse incroyable avant de viser un coup de poing droit à sa tête, espérant mettre fin au combat en un seul coup. Alpha, cependant, attrape simplement son coup de poing dans ses mains sans même bouger de sa position. Cela seul a suffi pour que le golem de Rogue s'effrite en petits morceaux comme s'il s'agissait d'un monstre en poterie, c'est impressionnant. Rogue n'en croit pas ses yeux, car ces golems sont les plus forts de toute l'académie, et il n'y a aucun moyen que la chose métallique fragile d'Erol puisse vaincre son monstre solidement construit. Il attribue rapidement cela à la chance, et dit à Erol que maintenant il va devenir sérieux. Il utilise sa magie pour réparer les dégâts causés au premier golem, avant de renforcer tous ses golems à leur robustesse maximale. Sur ce, il ordonne à tous ses golems d'attaquer en même temps, riant en affirmant que son plus grand atout est son énorme réserve de mana avec laquelle il est capable de contrôler plusieurs golems à la fois. Et maintenant, avec les 4 golems attaquant en même temps, Erol n'aura aucune idée de l'attaque à laquelle se défendre. Garantissant une victoire certaine, Erol ne recule pas si facilement cependant, et décide que la meilleure façon de gérer plusieurs attaquants est d'apporter une épée à un combat au poing. Il crée immédiatement 2 épées pour le golem, qu'Alpha saisit et se prépare pour l'attaque, c'est une stratégie audacieuse. Rogue est toujours confiant que même les armes ne pourront pas le sauver. Mais à son choc et à son horreur, Alpha parvient à briser les 4 golems, en même temps d'un seul coup de ses épées, détruisant complètement non seulement les golems, mais aussi les espoirs, les rêves et la confiance de Rogue. Rogue affirme qu'il est impossible pour un golem de se déplacer si rapidement avec la grâce d'un épéiste et d'utiliser des mouvements aussi compliqués avec une arme. Erol affirme que normalement il aurait raison s'il parlait d'un golem normal. Mais son golem est construit différemment, c'est une conception unique. Il affirme que l'armure légère du golem lui confère de la rapidité et que les articulations flexibles lui procurent de la dextérité et des mouvements aisés. Avec une alchimie de base, ils peuvent optimiser l'armure pour qu'elle soit aussi légère que possible, ce qui signifierait que leur magie de la terre serait 2 fois plus forte et consommerait moins de mana que d'habitude. Rogue réalise qu'Erol a du sens, affirmant que théoriquement, Erol n'a pas tort, mais il n'a jamais essayé de vérifier par lui-même. Erol aide Rogue à se relever du sol et demande s'il sera maintenant éligible à une promotion, mais Rogue affirme que les assistants ne sont pas éligibles aux examens de promotion. Erol était sur le point de tabasser cet homme, quand Rogue ajoute que s'il rejoint son laboratoire de golems, il ira personnellement parler au directeur pour lui permettre de sauter une classe. Erol n'est pas vraiment enthousiaste, mais accepte de le faire, si c'est le seul moyen d'avancer. Ensuite, à son ordre du jour, il devait réussir l'examen de promotion de l'école de magie de lumière. Heureusement, il a l'occasion de se présenter directement aux examens là-bas et rencontre une charmante professeure légalement aveugle, mais capable de voir le mana de toutes les choses vivantes autour d'elle. Elle est surprise de voir Erol avec sa réserve de mana infinie, et ce n'est pas tout. Elle est choquée de voir qu'il y a de la magie de différentes affinités en lui, ce qui devrait être techniquement impossible, mais d'une manière ou d'une autre, il parvient à les maintenir toutes en équilibre. Elle décide de l'ignorer pour l'instant et l'emmène sur le site d'examen, situé en périphérie. Elle affirme qu'ils doivent descendre dans le donjon pour l'examen de promotion, et en descendant, elle lui dit de faire attention car c'était un ancien site d'inhumation, ce qui implique que des créatures mortes vivantes peuvent surgir de partout, à tout moment. Erol déploie rapidement sa magie de lumière pour éclairer les lieux, et la professeure l'avertit d'être extrêmement prudent,
car les créatures mortes vivantes se précipiteraient instantanément vers lui afin d'anéantir toute forme de magie lumineuse. Il lui assure de ne pas s'inquiéter, et à peine des squelettes morts vivants s'approchent-ils de lui, qu'il utilise sans effort sa magie de rayon sacré pour les décimer. Sans relâche, il continue de pulvériser ces créatures, les éliminant toutes, une par une, avec une efficacité redoutable. La femme aveugle est stupéfaite par la puissance de ses sorts et l'avertit de ménager son mana, car il risquerait d'en manquer bien avant qu'il ne parvienne à quitter ce lieu. Erol, lui, la rassure en affirmant n'avoir utilisé qu'1% de sa réserve de mana, puis il demande quand ils atteindront enfin l'arène d'examen. La femme aveugle soupire et lui révèle que l'examen en lui-même consistait à vaincre les créatures qu'il rencontrerait en descendant dans ses profondeurs et qu'il a déjà réussi avec brio. Erol est étonné que l'épreuve ait été si simple, mais n'étant pas du genre à se plaindre, il commence alors à remonter. Soudain, Erol perçoit une présence et déploie sa magie de lumière derrière lui, révélant un monstre mort-vivant qui est manifestement le chef des lieux, à en juger par ses vêtements plus raffinés. La femme aveugle est stupéfaite, car seuls les squelettes morts-vivants de classe avancée sont capables de dissimuler leur aura, et aucun monstre de ce niveau ne devrait se trouver à cet étage précis du donjon. Le squelette s'apprêtait à entamer son grand monologue de méchant, mais Erol, n'ayant que très peu de temps à perdre, lui lance sans relâche le sort de rayon sacré. Cela irrite profondément le monstre, Erol acquiesce, qui et sans plus prétend attendre, alors il que de dégaine un sort de classe stupides avancée. sorts de La basse croix classe sacrée comme qu'il ceux-là projette sur le monstre, n'auront l'anéantissant absolument totalement aucun en un effet seul sur et lui. unique mouvement. En remontant, la femme aveugle explique à Erol que le monstre qu'il vient de terrasser était bel et bien un squelette de classe avancée, mais Erol rétorque qu'il n'était pas tellement plus puissant que les squelettes ordinaires, et que la seule particularité qui le distinguait était sa capacité à parler. La femme aveugle soupire et annonce à Erol qu'il a brillamment réussi l'examen de promotion et qu'il sera donc promu au grade supérieur. Sur ces mots, Erol se dirige vers la prochaine école de magie noire pour découvrir, à sa grande surprise, qu'il n'organise absolument aucun examen de promotion. Agacé, il s'installe pour étudier, lorsque Lada, décidant de le taquiner, reçoit une tape sur la tête. Elle lui explique qu'il possédait autrefois un système d'examen de promotion similaire, mais qu'en raison du faible nombre d'étudiants, ce système s'est malheureusement et complètement désagrégé. Erol pousse un soupir d'exaspération en remarquant une lourde porte en bois, entièrement gravée de mystérieux sorts. Il demande alors à quoi est censée servir cette pièce, et Lota lui explique qu'à la différence des autres magies, la magie noire a la particularité de puiser la force vitale des individus. C'est pourquoi il teste leurs sorts, les plus puissants, à l'intérieur de cette chambre, afin de s'assurer que personne ne soit blessé durant le processus. Cela semble visiblement enthousiasmer Erol, qui décide de s'emparer de l'un des plus anciens grimoires qu'il a repéré dans la bibliothèque, et se dirige aussitôt vers la pièce pour y expérimenter quelques sorts. Le livre ne porte aucun nom, pas même la moindre information concernant son auteur. Au moment précis où il l'ouvre, une intense vague de mana s'en échappe et disparaît aussitôt. Erol comprend immédiatement que quelque chose de puissant et de sinistre vient de s'en libérer, et son pressentiment se confirme lorsqu'il aperçoit un démon flottant dans les airs. Le démon prétend avoir été emprisonné dans ce livre durant une éternité, mais qu'enfin, Erol l'a ouvert, le libérant ainsi de ses chaînes. Il décide de remercier Erol en faisant de lui sa toute première victime et en s'abreuvant de son sang. Erol cependant part immédiatement l'attaque en la bloquant avec sa baguette magique. Il déclare au démon qu'il ne lui serait pas si aisé de s'échapper de cet endroit, puis tente de le frapper avec un sort de boule de feu, mais à sa grande surprise, absolument rien ne jaillit de sa baguette. Le démon éclate de rire et désigne un cercle magique qu'il a lui-même créé, piégeant Erol dans un champ de barrière anti-magie. Il se moque d'Erol, clamant que désormais, Erol est impuissant. Mais Erol décide de simplement administrer une bonne correction au démon à la place. Le démon rit, sachant pertinemment que les lanceurs de sorts sont généralement pitoyables au combat au corps à corps. Mais avant même qu'il n'ait pu cligner des yeux, il est décapité par Erol. Cela le sidère complètement, car il ne peut concevoir qu'un mage vienne de lui trancher la tête, et ce avec une simple baguette qui plus est. Il rattache sa tête et déclare à Erol que même s'il est un épéiste magique, il ne parviendra jamais à le vaincre. Mais Erol s'exclame fièrement qu'il est une personne sans classe, et sur ces mots, il se met à attaquer le démon avec une fureur implacable et sans le moindre répit. Au début, le démon se contente de rire, se vantant de posséder une réserve de mana inépuisable, mais très vite, son mana commence à s'épuiser, et il se met à rapetisser de plus en plus, tandis qu'Erol poursuit son assaut sans relâche. Finalement, il atteint la taille d'un rat, et se met à supplier Erol d'arrêter, car sans cela, il disparaîtrait complètement. Erol décide de cesser son attaque, mais utilise un sceau de servitude pour faire du démon son esclave personnel. De nos jours, cela lui vaudrait d'être annulé. Mais à cette époque, c'était tout à fait acceptable. Le démon n'apprécie guère sa nouvelle condition, mais chaque fois qu'il ose se plaindre, il est instantanément brûlé par une magie de flamme à cause de son sceau de servitude. Lada entre dans la pièce après avoir entendu le tumulte et est stupéfaite de constater qu'Erol a réussi à capturer un démon. Il baptise le démon Madi et le présente fièrement à sa petite bande d'enfants. 6 mois plus tard, le grand festival annuel arrive et Kaito demande alors à Erol s'il compte participer à la célèbre bataille des 6 écoles. Ils commencent à débattre avec ferveur pour déterminer quelle école Erol représentera au combat,
Tandis qu'Erol demande s'il ne peut pas simplement utiliser toutes les magies qu'il souhaite, Matty lui explique que cette compétition est conçue comme un affrontement entre écoles de magie, il devra donc impérativement choisir un seul type de magie et s'y tenir. Erol décide qu'il rencontrera les différents directeurs d'école une première fois, et seulement après cela, il choisira quelle magie il souhaite employer.